Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui a choisi une mission plutôt qu'une carrière. Il incarne la fiabilité, celle qui rassure, qui apaise, qui redonne foi en la bonté humaine. Une promesse de disponibilité, de respect et d'humanité qui sont les bases de ses engagements. Créateur du projet Le Gars Fiable, sa mission l'occupe maintenant à plein temps et consiste à voler au secours des personnes en panne de ressources simplement pour restaurer leur paix d'esprit et pour rendre le monde un peu plus doux, un geste à la fois. À travers ses actions concrètes qu'il partage sur les réseaux sociaux, il a inspiré des milliers de personnes à devenir elles aussi des maillons de la hashtag Belle Chaîne de Beau. Son engagement repose sur l'action, la confiance redonnée, le soutien à des personnes isolées, vulnérables ou en détresse. Il croit qu'ensemble, nous pouvons bâtir une chaîne de bonté qui dépasse les frontières sociales, économiques ou personnelles. Plusieurs centaines de personnes ont retrouvé la paix d'esprit grâce à son aide et ça continue. Homme simple et père engagé, mon invité est un être profondément humain qui porte dans son histoire personnelle autant de résilience que de douceur. Survivant d'un abus dans l'enfance, il choisit aujourd'hui d'en parler avec justesse, non pas pour raviver une blessure, mais pour offrir de l'espoir à ceux qui traversent des tragédies similaires. C'est un honneur de recevoir en personne un vrai super-héros du quotidien. Bienvenue à Pietro Mancini, alias Le Gars Fiable. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Wow! Je suis en train de vivre des émotions, moi, là. Ouais? Puis, ouais, bravo, c'est rare que ça m'arrive. Ah oui? En fait, c'est rare que je les vis qui s'extériorisent, ouais. Ouais, c'est une quête que j'ai depuis plusieurs années. J'ai fait beaucoup de cheminement pour ça parce qu'avant, ça passait tout dans la colère puis je comprenais rien. À cette heure, je comprends. À cette heure, je mets des mots. À cette heure, je vis, mais je n'extériorise pas facilement. Donc, ça a passé, ben c'est ça. C'est là, puis ça aurait pu te passer encore plus proche. Merci. Merci. Non, le contexte. C'est ça, on parle, puis oui. C'est ça, ouais. Bon, je suis contente que cette introduction-là t'ait touchée parce que c'est toi, tu te reconnais? Oui, mais c'est ça, dans des mots comme ça que j'ai pas moi-même scripté ou l'intelligence artificielle, ou tu sais, c'est ça surprend. Oui, puis des fois, on se rend pas compte de tout notre parcours parce qu'on est dans le quotidien, on roule, on est dans notre mission, même si c'est une mission, on est dans notre engagement, puis on dit, hey, ça nous nourrit, on est content, mais on regarde pas nécessairement en arrière pour dire, hey, c'est vrai que j'ai fait ça, puis c'est vrai que c'est ma mission, puis c'est vrai que c'est un choix que j'ai fait, puis c'est vrai que j'ai influencé beaucoup, des centaines de personnes puis j'ai remis l'altruisme et puis la bonté dans l'actualité. Ben, espérons-le, tu sais, puis oui, à certains égards, ça fonctionne déjà très bien. Pour d'autres parties, il y a des défis, mais tu sais, c'est ça. C'est que je réalise quand on dit des choses comme ça que, tu sais, oui, c'est ça, c'est moi, mais vu que moi, c'est moi, puis je le fais pas avec des intentions préconçues de visibilité ou de rayonnement. Pour nourrir ton ego. Ou quoi que c'est. Exactement. Ouais. Ben, quand je l'entends, puis quand on remet en perspective toutes ces choses-là, je suis comme, Colin, c'est ça. C'est pas rien, humblement, là. Non, c'est pas rien, effectivement. Puis, bon, naturellement, tu vas me dire d'où c'est venu toute cette idée-là. Tu l'as quand même verbalisé dans plusieurs médias. Mais moi, je veux savoir d'où tu viens. T'es un petit gars de où? C'était quoi ton enfance? Tu sais, ça a été pavé, là. Le gars que j'ai devant moi, il est pavé de quoi? Il a été pavé tu sais quoi, de quel exemple? C'est ça, de son enfance, etc. Je vais faire mon possible pour être et à la fois intéressant et concis, mais tu peux me recadrer parce que des fois, mon cerveau peut facilement s'égarer. Ben, tu sais, j'ai grandi à Montréal, Tétroville, pour ceux qui connaissent ça, entre Montréal-Est puis Pointe-aux-Trembles. Donc, d'une famille moitié italienne, moitié québécoise. Et à l'époque, on habitait tous le même quartier, les deux entités et toute la famille, jusqu'à l'âge d'à peu près 8-9 ans, où là, j'ai déménagé en banlieue, où là, la famille italienne était plus loin, puis lentement et sûrement, ce côté-là, si on veut, de notre famille, c'est éteint là, plus rapidement que les autres. Mais voilà. Mais sinon, j'ai grandi comme ça, tu sais, très bon à l'école, facile, en fait, à l'école, bolé, là, le terme de l'époque. T'es performant. Aussi, exactement, très déjà un peu caméléon, polyvalent. J'avais plein d'amis dans plein de gangs différentes, puis je m'intéressais vraiment à l'humain. Puis, tu sais, c'était, oui, pour essayer de fitter puis de me trouver mon identité, mais c'est aussi parce que les gens qui sont passionnés de quelque chose ou qui vont à fond dans quelque chose,
Moi, je suis plus comme une éponge. J'aime ça, tremper un peu partout puis faire « Hey, ça, c'est intéressant. » Ça, c'était plutôt que de foncer comme, dans quelque chose. Et donc, j'avais plein de sortes d'amis, tout ça. Je me suis forgé un peu une identité comme ça. Puis, ouais, une enfance heureuse, somme toute, évidemment, à part l'abus. Mais l'abus, ça a fait partie de ma vie indirectement parce que c'est arrivé vers l'âge de 8 ans. Mais je l'ai comme oublié jusqu'à l'âge de 21 ans. Concrètement, là, c'était plus dans mon esprit du tout. Évidemment, je le portais, mais physiologiquement... C'était protégé. Ouais, c'est ça. Je suis pas un expert, mais c'était plus là. Et c'est vers l'âge de 21 ans à peu près que ça m'est revenu dans un autre tristesse, un autre moment difficile. On dirait que là, tout est remonté. Tout s'est cassé comme barricade, puis c'est revenu. Puis j'ai commencé à cheminer, évidemment, jour 1, ou presque, de différentes façons. Puis là, ben, c'est derrière moi dans un sens, mais ça fait partie de mon histoire, effectivement, aussi. Puis l'autre chose par rapport à qui est particulière, c'est à l'école. Tu sais, j'étais bolé, puis là, tout le monde pensait que j'allais aller loin, tu sais, le fameux cégep, université, peu importe quoi je voulais faire. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je trouve que le système a ce défaut-là de pas nécessairement nous enligner vers nos passions. J'avais pas d'exemple précis autour de moi que je voulais suivre, que je voulais imiter. Donc, j'étais vraiment perdu. Fait qu'en secondaire 5, tout ce que je me suis trouvé à faire, c'est demander à mes amis, ils faisaient quoi. Un allait en ébénisterie, gosser le bois. Je fais ça dans l'atelier à mon père des fois. Puis, quand je dis atelier, c'est une pièce dans la maison de débarras parce qu'il n'était pas manuel tant que ça. Et donc, je me suis mis à gosser des affaires. Puis je me suis dit, peut-être j'aimerais ça. Fait que là, je suis allé faire ébénisterie, mais finalement, j'ai été refusé au cégep parce que dans mon secondaire, mon parcours, je refusais de faire les oraux. Moi, je disais, hey, ça sert à rien, je ferais jamais ça dans la vie, pourquoi je pratiquerais ça? Puis la raison principale, c'est parce que ça me stressait, puis j'étais pas bien, puis etc. Puis ironiquement, aujourd'hui, je fais quasiment ça une fois ou deux par semaine, de parler devant le monde. Fait que tu sais, c'est un peu, c'est ça, c'est très ironique, exactement. Donc, fait que ce parcours-là m'a amené à bifurquer, mais quand j'ai été refusé au cégep, j'avais pas de plan B. Fait que là, j'ai regardé un autre ami. Toi, tu fais quoi? Je m'en vais juste à côté au DEP en électronique. Électronique, tu sais, peu importe. C'est bisouner. Réparer, c'est réparer. Que ce soit le bois ou des patentes. Fait que là, je suis allé faire mon DEP en électronique. Et par la suite, des emplois à gauche, à droite. Mais finalement, c'est l'enseignant que j'avais dans ce cours-là qui m'a pris dans son entreprise parce qu'il ouvrait une nouvelle succursale. Puis il me faisait déjà confiance. Il connaissait déjà mes capacités. Fait que j'ai ouvert une succursale dans mon coin. Pendant 10 ans, j'ai été en charge de cette succursale-là, puis d'une deuxième, puis etc. Puis à un moment donné, je n'étais pas épanoui, là. Ça stagnait. Une succursale de quoi, tu disais? C'était en télécommunication. OK. Oui, exactement. Service conseil, etc. Okay. Fait que ça stagnait, puis bon, j'ai décidé de prendre mon envol dans le domaine artistique parce que parallèlement à ça, pendant 10-12 ans, j'ai fait technicien de son, régisseur de scène dans le domaine artistique. Fait qu'on connaît probablement beaucoup de gens en commun. J'ai travaillé, moi, exclusivement dans le domaine de l'humour sur beaucoup de projets. Donc, j'ai beaucoup d'amis humoristes, beaucoup d'amis dans ce domaine-là. Puis, fait, quand j'ai laissé l'emploi, mettons, de communication, j'ai fait du temps plein en humour pendant 5-6 ans, ce qui m'a mené à changer de carrière à un moment donné quand que ça non plus, ça répondait plus à un besoin d'être présent pour ma famille. Soirée, week-end, t'es toujours en show, t'es toujours... Fait que j'ai fait un retour aux études en comptabilité. Encore là, très facile, ça a bien été, j'ai eu une bourse, etc. Mais entre le temps où j'ai commencé à me mettre les pieds dans ce domaine-là, puis l'émergence d'un artiste avec qui j'avais travaillé, lui a voulu m'avoir dans son équipe. Donc, je suis devenu assistant personnel pour un artiste pendant 6 ans. Et là est arrivée la pandémie. OK. On peut-tu savoir c'est qui cet artiste-là? Il ne l'a jamais nommé publiquement d'une façon assumée, je pense, pour des raisons de, hey, tu sais, il n'aime pas ça que les gens pensent que peut-être il y a quelqu'un à son service ou je sais pas quoi. Ben, ils ont tous des bras droits et des bras... J'ai juste jamais nommé parce que, justement, par respect que lui, il l'a jamais fait, puis etc. OK, parce qu'ils ont tous des assistants personnels. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien à cacher. Simplement que je respecte sa façon de travailler, puis... OK, mais c'est un artiste connu québécois, là. Oui, exactement. OK. Bon, écoute, c'est sûr qu'on a plein de noms comme ça. Oui, c'est mais ça. Habituellement, quand ils ont un assistant personnel... Ils sont assez importants. Là. C'est des artistes, c'est genre Véro, tout ça. Véro, elle a son assistante personnelle qu'elle aime tellement, puis elle en parle tellement de Roselyne. Oui, c'est ça. On est tricotés serrés dans leur vie, puis c'est la pandémie vraiment qui a eu raison de cette relation-là. Veux pas, tu sais. Les revenus ont cessé pour beaucoup de ces gens-là. Donc, ils n'étaient peut-être pas au niveau de Véro. Ouais, non. Mais c'est ça. Mais c'était vraiment un travail qui était tout fait pour moi, tu sais, parce que justement, j'ai toujours aimé toucher à tout. Je suis polyvalent, autant dans la
bureaucratie, mais bureautique, informatique, organisation, courriel, autant dans le service à la clientèle, représentation, tout ça. Fait que, il savait qu'il pouvait me faire confiance. Puis aussi, exemple, des fois, il me déléguait des tâches comme « Hey, la sécheuse fait du bruit à la maison, tu pourrais-tu checker ça? » En voulant dire « Fais venir quelqu'un, supervise-le, assure-toi qu'on se fait pas avoir. » Mais moi, au lieu de faire venir quelqu'un, je regardais un tutoriel, je vais l'essayer. Si je scrape sa sécheuse, il va être capable d'en acheter un autre. Tu sais, pas que je le prenais pour acquis, mais ça pouvait pas être pire que de pas l'essayer. Fait que là, t'es en train de me dire qu'un artiste québécois qui s'est passé de tes services, mais non seulement t'aurais été son assistant personnel, mais t'aurais pu être quasiment faire son ménage, mais en tout cas, réparer, poser une tablette, une télé, réparer une laveuse. J'ai fait beaucoup de ça pendant plusieurs années avec lui. Il doit s'en mordre les... Non, ben c'est la pandémie. Puis, tu sais, à la fin de la pandémie, moi, j'ai eu un deuxième enfant pendant le confinement. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup à la maison avec mes 2 enfants, tout ça. Fait que c'est sûr, j'ai pris goût à ce qu'on parlait de télétravail, tout ça. Fait que moi, j'avais fait une proposition aussi de, hey, je sais que tu n'auras peut-être pas les moyens de me revoir à cause de la pandémie. Comme ça, à temps plein, salarié, tout ça. Mais si tu voulais, je t'offrirais, mettons, la partie virtuelle, responsabilité, tout ça. Puis, il pouvait pas nécessairement investir ce montant-là à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que j'ai perdu l'emploi au final. OK. Puis là aussi, c'est vrai que la pandémie aussi a remis tellement de choses en perspective 100%. Dans tellement de familles là, qui ont fait des choix, vraiment de se recentrer, se sont retrouvés. Puis là, donc, la pandémie arrive et c'est là que ton projet arrive. Oui, bien en fait, vu qu'on est tricoté serré dans la vie de ces gens-là, ils pouvaient pas me laisser aller du jour au lendemain. Fait que ça s'était... Tu sais, on a eu la première année, il y avait les subventions salariales, tout ça, fait que je travaillais encore à temps partiel. Et vers la fin, quand ça allait s'étendre, mais il a dit, ben regarde, là, moi, je peux te garder jusqu'en 30 mai 2021, mais d'ici là, fais ce que tu peux pour soit mettre tout en place pour que je sois autonome sans toi ou que je puisse déléguer à d'autres personnes certaines tâches. Et sinon, toi, ben, tu as le temps de trouver ce que tu veux faire. Puis moi, j'ai un peu déprimé dans ce moment-là, tu sais. Puis je me suis posé la question, comme j'ai fait plein de fois avant dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je peux faire pour payer mes bills, assurer que mes enfants manquent de rien? Puis la réponse, elle venait jamais. Et là, à un moment donné, dans un moment de désespoir, j'ai fait, OK, mais si j'étais millionnaire, puis que mes enfants étaient en sécurité, puis que toutes les bills se payaient, qu'est-ce que je ferais de mes journées pendant que les autres sont dans le système scolaire, puis etc.? Ben, j'aiderais le monde. C'est ça que j'aime faire. Moi, là, je me promènerais dans la rue. Bonjour, je peux-tu vous aider? Vous avez l'air d'avoir de la misère. Hey, voulez-vous que je le fasse? Hey, je vais tenir l'escabeau, attention. T'sais, tout ce que je croiserais comme situation où je peux avoir un impact, c'est ça que je ferais. Je ferais juste ça de mes journées. Puis là, je disais ça à un de mes amis, ben, il fallait. Je dis, mais là, je peux pas me promener dans la rue avec un masque, me faire peur au monde. C'est la pandémie, le monde ne veut pas toucher à personne. Puis il disait, non, mais il dit, annonce-les, puis prends des rendez-vous. Puis ouais, c'est pas fou. Je vais faire ça pendant un mois. Ça va me faire du bien. Je vais peut-être me retrouver là-dedans. Je vais trouver une tâche que j'ai jamais faite, que je vais développer en modèle d'affaires. Exemple, je sais pas, je prends tout le temps le même exemple parce que j'ai fait ça pour la première fois pour quelqu'un. Nettoyer des gouttières. C'est pas accessible pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. Fait que si je me pars une business de nettoyage de gouttières, fais des calculs, ça gagne ma vie, parfait. Mais finalement, j'ai décidé de faire 1 mois de bénévolat à 100%. Je remplace le métro boulot dodo par ça. Et c'est devenu des 12 heures par jour, évidemment. Mais ça a eu un impact significatif à 3 niveaux. Et c'est comme ça que finalement, c'est jamais arrêté. Parce que dans le fond, moi, je me suis senti immédiatement à ma place comme jamais. Il n'y avait plus la relation de argent ou quoi que ce soit. C'était je fais ce que j'aime, point. 2, les gens que j'aidais, on peut s'imaginer l'impact. Et aussi les gens qui m'ont témoigné, ah ouais, OK, tu fais ça, qu'est-ce que tu peux faire, montre-nous-le. Puis j'ai décidé de vlogger chaque mission. Hey, ça me donne le goût de penser que mon voisin a peut-être besoin d'un coup de main. Là, j'ai compris, je peux inspirer d'autres gens à passer à l'action. Et ce qui m'a fait le plus mal, puis moi j'aime ça les défis, c'est quand les gens ils ont pas été au rendez-vous quand je disais hey, j'offre 1 mois d'aide gratuite, demandez-moi ce que vous voulez. Ça, j'ai pas croulé sous les demandes parce que j'ai su par après, avec des relances et des relances, que le monde n'y croyait pas. Non. Tout le monde se disait non. Il y a anguille sous roche. Ouais, il vient chez vous, il te pose une tablette, si tu le sais pas, il l'arrache. Il vient chez vous, il répare de quoi, il check ta TV, 3 semaines après, elle disparaît, tu fais pas le lien. J'ai tout entendu, Claudine. Je voulais mourir. J'ai dit, moi, j'ai 2 jeunes enfants. C'est pas vrai qu'ils vont grandir dans cette société-là, dans ce monde-là. Moi, j'ai une famille italienne où, dans Tétroville, on savait pas qui était qui, mais sur 4 coins de rue minimum, tout le monde entraidait tout le monde. Tout le monde rentrait manger de temps en temps. J'étais comme, c'est ma tante, ça? Ben non, c'est le voisin, du cousin. Tu sais, moi, j'ai grandi comme ça, puis c'est impossible que mes enfants vivent pas dans un monde où, au moins, entre voisins, on peut se faire confiance puis s'aider, tu sais, sans rien attendre en retour, etc. Fait que c'est de là qu'est venu tout le feu pour continuer
après le premier mois, un deuxième, un troisième, parce que c'était encore pas pire financièrement, c'était encore réaliste. Mais là, comme Obélix, je suis tombé dedans puis j'ai jamais été capable d'arrêter. Puis là, tu es allé chercher à ce moment-là des sous. Là, mais en fait, c'est ça. À un moment donné, tu as commencé à financer ça parce que ton aide, c'est gratuite que tu l'as. Exactement. Oui, exactement. Puis tu t'attends pas nécessairement à des types, même si on sait qu'il y a des gens qui ceux qui sont capables, ils le font, mais puis même des fois, ils le font pendant qu'on fait le témoignage parce qu'il faut savoir, oui, je présente chaque geste en vidéo, mais c'est toujours en respectant 100% de la dignité et la confidentialité souhaitée de la personne. Fait qu'elle peut être vue, entendue, pas vue, juste entendue, zéro pin bar, aucune image de son chez-soi. Ça, c'est toujours respecté à 100%. Mais cela dit, souvent, dans le témoignage de la fin, quand on se jase, la personne, elle va m'offrir un petit montant. Puis, tu sais, je suis tout le temps très reconnaissant, mais je dis souvent hors caméra ou dans le tournage que je fais du montage, de toute façon, je vais pas mettre ce bout-là. Parce que les gens qui n'ont pas les moyens, je veux pas qu'ils pensent que c'est implicite, que c'est nécessaire, que c'est attendu. Non. Donc, merci beaucoup. Tu fais partie de notre belle chaîne de beau. Tu contribues à donner au suivant. C'est parfait. Simplement que je vais pas le mettre de l'avant. Puis les gens, ils le font pas pour se sentir généreux non plus dans la caméra. Fait qu'ils sont bien OK avec ça. Mais oui, c'est 100% gratuit. Fait que pour dire que c'est depuis juin 2021 que c'est pas encore rentable ni viable, les deux mots veulent pas dire exactement la même chose, là, mais j'arrive pas à faire mes frais. Autrement dit, j'étais à 25% par mois de ce que j'aurais besoin pour bien subvenir aux besoins de ma famille complètement. Sauf que pour moi, c'est un investissement plutôt qu'un endettement parce que n'importe qui se part en affaires, tu sais, tu as un studio de podcast, tu as investi des milliers de dollars, puis tu as zéro de retour pour le moment, façon de parler. Non, ton retour est après différent. 4 ans. Exactement. Fait que moi, c'est pareil. Après 4 ans et demi. Le retour humain est exponentiel. Exactement. C'est ça. Pour le moment, je vis sur ces vapeurs-là et les mécanismes d'endettement auxquels j'ai accès. Mais oui, j'ai créé un système de sociofinancement. Les 3 premiers mois, c'était 100% à ma charge. Le 3e, j'ai failli pas le faire. Puis c'est une amie à moi, Marie-Michel Dion-Bouchard, elle a une entreprise incroyable qui s'appelle Madame Dibou les gâteaux. Elle a fait des gâteaux personnalisés tout à fait sublimes et succulents. Et elle, quand j'ai dit que je sais pas, je vais faire le 3e, ça commence à être serré, puis j'avais pas encore la mentalité de on sacrifie tout, elle a dit combien il te manque, moi fais-moi une pub pour ma business, puis elle a dit je vais te donner un montant. Fait que j'ai donné le montant, elle me l'a donné, j'ai fait de la pub pendant 1 mois sur chaque vidéo que je faisais. Puis c'est peut-être un modèle, ça, Puis j'ai vite compris que c'est un modèle pour ceux qui n'ont pas d'attente de ROI, le retour sur l'investissement. Puis dans le monde des affaires, trouver des gens qui n'attendent pas un ROI, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Oui, puis tu te demandes, coudonc, finalement... c'est toujours une quête de profit. C'est juste la frime. Là. Ils disent qu'ils ont... Même chose avec certaines fondations. Là. C'est parce qu'à un moment donné, tu as tellement d'argent... Je veux pas rentrer là-dedans trop, mais j'ai mes appréhensions. On sait que tu sais, je veux dire, quand tu as une fondation, c'est sûr que ça aide des gens, là. Ouais. Mais si vraiment tu commences à regarder les livres, là, les millions qui sont donnés, puis que il y a une raison fiscale, puis à la toute fin, là, il en reste plus gros pour le monde qui en ont vraiment besoin. Moi comment je le dis, c'est de façon générale. Puis peut-être que dans le domaine de l'éducation, tu peux pas t'avancer ou tu vas être d'accord avec moi. La bureaucratie tue l'humanité. Ah ouais. Moi, je le dis comme ça. La bureaucratie annule l'humanité en tout point. Ça devient toujours lourd, ça devient toujours plein de règles, ça devient toujours... Je suis une ressource pour les ressources officielles en ce moment. Parce que les ressources officielles, ils se font lier les mains ou ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, ils font appel à moi parce que je ne suis qu'une personne qui fait du bénévolat ou du gratuit parce que c'est pas exactement du bénévolat, j'en conviens. Fait que bref. Quand tu dis que tu as les mains liées, quand tu dis que tu as les mains et qu'eux ont les mains liées, c'est puis ils font appel à toi, c'est concrètement, qu'est-ce que tu veux dire? Dès que c'est institutionnalisé, dès que tu as une mission, dès que tu es un OBNL, tu as des critères à respecter. Que ce soit pour les assurances, que ce soit pour de la paperasse des fois, qu'il y en a trop, etc. Que ce soit pour les ressources financières qui vont avec, tu offres un service gratuit parce que tu es subventionné, pas parce que tu es prêt à te sacrifier, etc. Fait qu'ils sont limités. Puis des fois, c'est, nous, on aide les 65 ans et plus. Fait que la madame 64 ans, 3/4, qui a un problème, on l'aide pas. Fait que, tu sais, là, des fois, c'est là où ce qui me réfère du monde. Ou, exemple, ils n'ont pas le droit de monter dans une échelle, leurs bénévoles, parce que c'est trop dangereux. Moi, je monte dans les échelles, je l'assume le risque. Oui, c'est ça. Parce que je ne demande rien à personne. Non. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que je deviens une ressource pour les ressources officielles. Puis que si j'en devenais une, parce que le modèle se veut très démocratisé. La mission, c'est de rendre l'altruisme cool, concret et collectif. Donc, tout le monde ensemble, on va y revenir, même si on s'est égaré. Mais c'est aussi de rendre l'altruisme démocratisé
et monétisable dans un sens, j'ose le dire. Sans avoir trop de hiérarchie, sans avoir plein de monde qui s'en mettent dans les poches à travers ça. Parce que tout le monde est gagnant au final, dans un mécanisme d'altruisme. Oui. Puis de limiter aussi les hiérarchies. Oui, 100%. Oui, les coûts, les hiérarchies, comme je dis, les marches à suivre qui deviennent interminables. Dans le fond, nous, on est des humains capables au service des humains moins capables grâce à des humains qui ont les moyens. Ça finit là. Il n'y a pas plus de structure que ça. Oui, puis je dis toujours, moi, j'avais parti ma fondation, puis que j'ai fermé, puis que je rouvre, parce que quand je m'en vais dans mes missions, pourquoi? Parce que moi, je ne me pars pas une fondation pour me créer un emploi, là. Puis avoir un salaire, puis avoir un CA, puis après ça, là, avoir des beaux bureaux, puis des beaux fauteuils en cuir, puis que là, il reste 10-15% aux élèves que je veux aider. Non, moi, je veux que 90%, genre des frais bancaires, j'ai pas le choix, parce que faut que je mette l'argent quelque part, je ne mettrai pas ça en dessous de mon oreiller. Ouais. Mais pourquoi je suis obligée à chaque fois de fermer? Parce que justement, je veux limiter les frais administratifs, parce que là, c'est ça, ma job est créée d'une autre façon. Fait que, mais habituellement, c'est ça. Quand tu regardes, tu vas gratter loin. Fait que les vraies personnes qui en bénéficient, c'est sûr que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien. Absolument. Mais des fois, c'est vraiment à grande échelle. Des fois, tu dis, ils ont eu 100 millions. OK, mais il y a eu combien vraiment aux personnes, aux démunis qui sont dans la rue ou qui sont malades ou qui ont les aînés ou quoi que ce soit? Des fois, on serait surpris de qu'est-ce qui reste à la fin de la pointe de tarte du gâteau, là. Ouais. La pointe, des fois, c'est la pointe qui reste du gâteau, un peu tout émietté parce que tout le monde s'est servi. Mais toi... Mais merci de le nommer. Mais c'est ça. Bon, j'ai pas peur de mes opinions. Ça serait bien dommage, rendu à mon âge, que oui, c'est ça. Oui. Mais non, c'est ça. Fait que toi, à ce moment-là, tu réussis quand même. Donc, tu as ta conjointe qui doit pallier en fait, financièrement au revenu familial. Elle pallie pas, en fait. Okay. Deux choses. Le modèle, juste pour être clair, si les gens ils suivent puis ils suivent pas, $1 par mois. À partir de $1 par mois, quiconque veut rendre cette mission-là possible et la bonifier va s'engager à $1 par mois ou 2 ou 3 ou 4, 5, 10, 15, 20, peu importe. Oui. Moi, en ce moment, ça va de 1 à $120 par mois selon les personnes. Et il y a des moyens de faire du ponctuel si on est allergique aux mensualités, mais la mensualité vient créer un modèle qui est plus stable, qu'on peut budgéter, qu'on peut faire des prévisions financières. Donc ça, c'est le modèle aussi simple que ça. C'est une plateforme de dons, c'est sécuritaire. Legofiable.com, c'est le seul endroit pour donner. Il n'y a pas de lien louche qui arrive de gauche à droite. Legofiable.com. C'est aussi là pour demander de l'aide, pour les gens qui ont envie de demander de l'aide. Je voulais le préciser. Pour ce qui est de ma conjointe, c'est qu'elle, dans le fond, elle et moi, depuis qu'on est un couple, puis même avant d'être une famille, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, on avait un budget proportionnel. Donc elle, quand elle est arrivée dans ma vie, elle sortait de l'école. Moi, j'avais un salaire de X milliers de dollars par année. Elle, beaucoup moins. Donc, je faisais 70% du revenu conjoint, elle 30%, puis on payait les factures comme ça. À un moment donné, dans la vie, c'est devenu 50, 60, 40. Puis, quand moi, j'ai lancé cette aventure-là, au départ, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'était assumé, c'était dans mes économies ou c'était dans le chômage. Bon, il n'y avait pas vraiment d'enjeu tant que ça. Quand j'ai dit, chérie, je suis pas capable d'arrêter, j'ai un appel et c'est utile et c'est pertinent, puis on va y arriver, même si c'est tough, elle dit, moi, je suis à l'aise de te suivre là-dedans. Par contre, tu gèles ton taux. À 50-50. Non, même pas à 50. Non, elle est encore plus bonne que ça, ma blonde. Okay. Elle dit, on fait comme si le salaire que tu gagnais présentement avec le dit artiste, c'est lui jusqu'à temps que tu le redépasses. Okay. Fait qu'autrement dit, on a gelé mon salaire à mon salaire annuel de 2020, 2021 et compagnie. Et depuis ce temps-là, moi, je fais cette part-là. Fait que même si, mettons, au début, j'étais encore à 60-40, elle, sa vie, elle a évolué en 85 ans. Et donc, là, elle est rendue peut-être, c'est elle 60, moi 40. Mais j'ai pas le 40% encore. OK. Et dans quel domaine, ta conjointe? Dans la gestion. OK. C'est une gestionnaire. Okay. OK. Mais c'est une belle preuve d'amour, ça. Puis ça en prend des gens qui nous aident à vivre de nos rêves aussi. N'importe quelle mission que vous voyez de gens qui ont l'air donc bien avoir persévéré, tout ça, ils l'ont pas fait tout seul. Donc, tu es la preuve vivante que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Elle est plus petite que moi, mais elle est très grande, oui. Elle va être contente. En tout cas, ça a un bout de podcast à écouter, ça va être celui-là. Non, 100%. Puis quand on m'en parle, je donne le mérite. Des fois, j'oublie, c'est pas par malveillance, c'est juste que, tu sais,
c'est ça. Ma spécialité, moi, c'est pas les communications, c'est pas de rassembler mes idées, c'est de parler avec mon cœur. Fait que si on m'en parle pas, ça se peut que des fois, je l'oublie parce que je suis trop dans la mission puis dans l'impact. Mais oui, tu sais, il y a elle, il y a, tu sais, j'ai nommé tantôt, voyons, j'ai-tu nommé quelqu'un? Non, j'ai peut-être pensé. Ben tu as parlé à un moment donné d'un prof, là. Oui, c'est ça. Ben, mon ancien employeur, tu sais, Étienne Dano, qui est un humoriste, c'est pas avec lui que j'ai travaillé, mais c'est lui qui m'a donné l'idée de, fais-les un mois, puis annonce-les. Puis c'est lui qui m'a donné le petit courage, parce que lui, c'est un multi-entrepreneur, toujours aligné avec ses valeurs, ses convictions. Il est incroyable. Il m'inspire beaucoup. À un moment donné, je me sentais égoïste de faire tout ça parce que ça me fait tellement du bien. On en a parlé un peu hors d'onde tantôt. Tu sais, donner sans rien attendre en retour, c'est tellement nourrissant que ça en est égoïste. Mais égoïste, comme me le fait voir Mélanie Ganimé, une autre artiste incroyable, qui est aussi maintenant coach en relation d'aide, PNL. Elle me dit, tu sais, l'égoïsme, vu de ta façon, c'est ton masque sort du plafond en avion. Faut que tu le mettes en premier pour pas mourir, pour aider les autres. Elle dit, toi, ta mission, c'est ton masque parce que tu veux aider tellement de gens qu'il faut que tu t'aides toi en premier. Donc, tu fais ce que tu aimes et tu demandes aux gens de soutenir ça pour pouvoir en aider davantage. Oui, puis ça nourrit tellement. Là, ça nous nourrit, puis il faut le vivre pour le faire quand on... Tu sais, c'est ça. Quand on le fait, puis quand on donne, là, parce qu'effectivement... C'est ça qui s'est perdu. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est né, qui a été dans la famille italienne, évidemment, beaucoup plus axé vers la religion au départ, catholique, dans les églises le dimanche, tout ça. Mais à un très jeune âge, ça a été abandonné par la culture québécoise moderne et on a suivi, on n'a pas insisté plus que ça. Mais tu sais, j'ai encore des trucs de catéchèse où je dessinais Jésus puis je disais que tout était grâce à lui dans mes livres, tu sais, d'école. Puis ça a resté pour moi. Dans un sens que je suis plus pratiquant, peut-être je suis croyant, je sais plus. Ce que je sais, c'est qu'avant, on disait gagner son ciel. Se lever le matin, être le meilleur humain possible, être au service des autres, faire son possible pour que tout le monde autour de nous soit bien. Puis ça nous permet d'avoir une belle vie pendant et après. Moi, c'est ça qui a collé. Moi, aujourd'hui, on parle de gagner notre vie. Gagner notre vie. C'est-à-dire travailler pour un paquet de monde, un paquet de raisons qui nous apportent rarement du bonheur. Et au final, tu ne vis pas ta vie, tu la joues d'une certaine façon sans être responsable des règles. Moi, je trouve qu'on a gagné notre vie la journée qu'on est le spermatozoïde qui a gagné la course. Puis à partir de là, j'ai gagné, je veux vivre ma vie. Fait que je suis le spermatozoïde gagnant, je peux-tu vivre ma vie maintenant? Fait que gagner sa vie, ça m'écœure comme expression, même si des fois je m'échappe puis je le dis, ça fait aucun sens pour moi. Fait que c'est pour ça que de fil en aiguille, j'ai créé cette méthode-là en ce moment où je vis ma vie, je l'offre aux gens le mieux que je peux avec mes propres aptitudes, mes propres capacités et les gens qui croient, qui partagent cette vision-là puis qui ont envie de contribuer à quelque chose de plus grand que nous ou de quelque chose de plus collectif que la fameuse quête de profit éternel puis le voisin gonflable éternel, ben ils peuvent le faire à partir d'$1 par mois. Puis pourquoi j'insiste sur le $1? On m'a dit que c'était pas marketing, que ça devrait être 5, 10, 15, 20. Je le sais, sauf que moi, c'est pas pour avoir un maximum d'argent que je fais ça. Ultimement, ça va aider. C'est pour avoir un maximum d'humains impliqués. Parce que plus on va être d'humains impliqués, plus on va regoûter à ce que tu nommais tout le monde, tantôt, collectivement, tout le monde, de donner sans rien attendre en retour, là, ça goûte bon. Puis quand on va tous avoir recompris ça, puis qu'on va plus agir de cette façon-là, tout le monde va être gagnant. Oui, puis même, je dirais jusqu'à dire que de dire, hey, attends une minute, moi, à $1 par mois, j'aide du monde. $1 par mois, là, c'est comme rien. Tout le monde a $1 par mois, là. Et pourtant, je veux dire, tout le monde a sur 23 000 abonnés, 150 000 vues d'une vidéo, 4 millions au total, j'ai 230 à 250 donateurs. Moi, c'est ça qui me fait comprendre. Puis, je fais un parallèle avec des gens sur les réseaux sociaux qui monétisent des milliers de dollars de l'heure. Ils font en 1 heure ce que je fais en 1 mois, puis ils le font plusieurs fois par mois, on s'entend, avec des absurdités qui tirent la société vers le bas et qui monétisent non seulement un autre pays, mais à travers les souffrances ou les dépendances des gens devant leur écran qui envoient des cadeaux puis tout ça, là. Moi, ça me brise le cœur. J'ai ma fille de 5 ans, mon gars qui a 9 ans, sont passionnés, sont intelligents, sont vers les autres. Si un jour, ils ont besoin de gagner leur vie puis de pas être dehors, ils ont le choix entre un paquet de trucs qui fait plus de sens aujourd'hui ou prendre un téléphone, faire des conneries, rire ou crier après le monde, rire du monde ou crier après le monde, puis avoir de l'argent, là, ah ouais, qui tombe du ciel. Avec aucune responsabilité sociale. Vendre du rêve, ça, c'est une autre catégorie, j'en parle même pas. Donc, ce que j'essaie d'offrir, c'est une alternative aussi simple, mais pour quelque chose de constructif. Tu prends ton téléphone, tu fais du bien, du vrai, dignement,
Pas genre, tu montes la souffrance. Non. Regardez, je suis allée nourrir des sans-abri. Tu fais quelque chose pour vrai, tu le prouves, t'es constant. Il y a moyen de monétiser ça aussi, me semble, pour que tout le monde soit gagnant au final. Oui, puis si tout le monde en mettait un petit peu, il pourrait en avoir plus que toi qui vivrait de Claudine, j'en ai 30 en liste qui attendent juste d'être en service. Ponctuellement, ils ont leur vie. Oui. Mais j'ai aussi des gens que si je leur donnais une couple de 1000 par mois, ils le feraient à temps plein. C'est déjà là. Et ce qui me fâche... Ils seraient prêts possiblement à baisser leur salaire pour faire ça, avoir une meilleure qualité de vie et être heureux. Exactement. Puis ce qui me fâche, c'est que je sais que c'est là, mais je suis même pas capable de payer ma vie à moi, encore moins déléguer puis gérer celle des autres. Fait que la minute que j'ai suffisamment de donateurs à 1, 2, 3, 10 piastres par mois puis qu'on a les surplus que j'ai pas besoin, on réinvestit dans un premier employé, coordonnateur, coordonnatrice, multifonction, un peu comme tu as ici, Juliette. Et là, ben, cette personne-là va coordonner d'autres héros que moi, pendant que je suis sur le terrain, j'ai pas le temps de coordonner d'autres gens. Puis ils sont bienveillants, ces personnes-là, puis j'attaque personne sur ma liste. Mais ça m'est arrivé dans le passé, des gens bienveillants, pas imputables, pas fiables, qui choke, qui, tu sais, excusez l'anglicisme, qui désistent. Donc, quand tu t'appelles le gars fiable, tu te présentes pas chez la personne. Fait que je peux pas, moi, mettre des gens au nom de la mission qui vont faire défaut à la mission, parce que ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans que j'essaie de créer un nom positif, puis il est à 100%. Trouvez pas du négatif, vous en trouverez pas. Cherchez tant que vous voulez. Je mets au défi, il n'y en aura pas. Par contre, une gaffe, un problème, tout s'écroule, parce que ça, la négativité, ça rayonne à côté. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Je dis une niaiserie ici avec toi aujourd'hui, c'est pris de côté, je m'en vais, tout le monde en parle. Ça fait 5 ans que je fais du beau, passe dans le beurre. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est drôle, on a fait de la télépathie, puis je me suis dit, justement, tout le monde en parle, on a reçu Nancy Audet, que j'ai reçu ici. Puis bon, mais tu sais, c'est sûr que le côté journalistique, puis bon, naturellement, elle a eu la chance d'être accueillie à Tout le monde en parle, ça a explosé, ces choses. Mais effectivement, tu aurais tout intérêt à passer à Tout le monde en parle. Je sais pas si je serais game pour vrai, là, je le dis comme ça, parce que... Mais potentiellement, là, je dis, au début, non, parce que je suis plus un gars de bottine que de babine, mais tu sais, comme tu peux voir dans un échange... bien. Dans un échange humain. De confiance. On veut pas te coincer non plus. De toute façon, moi, c'est pas ce que je fais avec mes invités. Puis les gens pourraient essayer de me coincer. J'ai rien à coincer. J'ai rien à cacher. Quand tu parles avec ton cœur, puis avec juste le désir d'aider, puis tout ça, j'ai tellement plein de questions. Parle-moi de tes parents. Tu as eu un exemple à quelque part. Tu dis, on avait la famille italienne, tout ça, puis québécoise, puis tout ça. Mais c'est... Où est-ce que tu penses que tu as puisé aussi dans tes exemples parentaux ou familiaux? Tu sais, ma mère était très, très présente. Elle n'a pas travaillé longtemps pendant que ma soeur et moi étaient jeunes. Fait que, tu sais, la présence, les priorités, tout ça, pour moi, c'est très important. Fait que c'est pour ça aussi que la mission est construite d'une façon que je suis très présent pour mes enfants. Tu sais, s'il y a une pédagogique, je fais du télétravail, je fais des montages vidéo, je fais quelque chose qui a rapport avec la mission, je suis dédié à temps plein. Par contre, c'est pas temps plein chez les gens tout le temps. Il y a toute la la bureautique derrière ça. J'aime pas ça dire bureaucratie, mais veux pas, il y en a un peu, le montage vidéo, etc. Fait que j'ai monté ça autour de cette présence-là. Fait que mon inspiration d'être très présent pour mes enfants, ça vient de ma mère, puis comment on a été élevés de cette façon-là. Puis qu'aujourd'hui, on peut plus choisir quasiment ça, tu sais, dans le monde. Je pourrais pas avoir une job puis être très présent pour mes enfants aussi. C'est un ou l'autre, tu sais. Fait que j'ai créé la mission autour de ça d'une certaine façon. Ma mère est très aussi généreuse, rassembleuse. T'sais, elle a une force que j'ai pas encore à 100%, mais on est déménagé à Repentigny, puis genre, je pense la première année qu'on était là, elle connaissait tout le monde sur la rue, puis on a créé une fête de rue. On l'appelait la ville. Elle aime le monde. Ah oui, toujours service à la clientèle, ça, c'est elle qui m'a montré ça. Fait que on fermait la rue, puis on faisait, tous les voisins, on sortait dans la rue, on se connaissait tous, on faisait des fêtes, les enfants, je me suis fait plein d'amis comme ça, tout ça, puis on venait d'arriver, on était les nouveaux, là, tu sais. Fait que très rassembleuse. Mon père a extrêmement beaucoup de qualités aussi, tu sais, aimable, serviable, doux. C'est pas l'italien classique, là, tu sais, mafieux ou quoi que ce soit. Loin de là. La plupart des Italiens sont pas de même. Non, je sais, c'est ça, je fais des blagues, loin de là. Par contre, tu sais, toute la culture italienne, tout ça, ça m'a appris aussi l'amour, la bienveillance, puis surtout une expression que les Anglos utilisent beaucoup, « Actions speak louder than words ». Les actions parlent plus que les mots. En ce sens que oui, autour d'une table italienne, dans un souper, c'est cliché, tout le monde se crie après. Par contre, c'est de l'amour puis de la bienveillance. C'est pour s'aider, c'est pour s'élever, c'est pour se challenger, tu sais. Fait que les mots ont l'air méchants, mais les intentions puis les actions qui sont posées par la suite sont très positifs. Mais mon père, en tant que tel, a beaucoup travaillé, pour nous permettre ça.
n'était pas hyper présent dans ce sens-là, tu sais, puis je fais aucun reproche aujourd'hui. Pas non plus très connecté avec ses émotions, pas capable de les exprimer. De sa génération. Exactement, tu sais, beaucoup de colère qui sortait ponctuellement parce qu'il l'étouffait, etc. Et il y avait quand même du sang italien. aussi, oui, 100%. Puis j'en ai aussi, faut pas se le cacher. Là. Si on parle d'éducation des enfants plus tard, je vais être transparent aussi là. Je suis pas dans la fessée ni rien, mais j'ai de la misère des fois avec les méthodes d'aujourd'hui. Oui. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, peu présent, peu émotif, peu parlant. Par contre, justement, c'est son sacrifice pour la famille qui, au final, nous a acheté une belle vie, veut pas. On n'a jamais eu tout ce qu'on voulait que les autres avaient aussi rapidement, mais il se sacrifiait. Il était aussi joué dans un orchestre. Fait que tous les revenus de l'orchestre aussi, souvent... fait que c'est un artiste? Un drummer. Fait que ça nous amenait aussi, tu sais, des fois, mettons, des contrats qui étaient payants, qui disaient, OK, ben là, la Nintendo, on l'a eu plus tard que tout le monde. Nous autres, on avait encore le Commodore 64, des choses comme ça, tu sais. Mais fait que son sacrifice, puis son pour la famille, puis tout ce qu'il faisait pour nous, sa dévotion était là. T'sais. Fait que je mélange un peu ces deux choses-là présentement grâce à eux. Justement, t'es un père maintenant. Tes enfants ont quel âge? Tu disais, t'en as un? 9 et 5. 9 et 5. Ouais. Écoute, puis c'est vrai, je vais faire un lien avec ça. Est-ce que, tu sais, on parle de super-héros. Là, t'as mis ton habit de super-héros aujourd'hui avec ta cape de super-héros. Ouais, on peut en parler si tu veux, juste pour pas que les gens pensent que c'est une question de me mettre sur un piédestal ou d'être prétentieux. Il faut savoir que de 2021 à mi-2023, j'étais en pantalon de travail, tu sais, je veux dire, mes anciens pantalons de travail d'il y a 20 ans qui me faisaient encore. Et ensuite, une commandite que j'ai eue de la compagnie Big Bill qui font les vêtements de travail parce que je leur ai dit, voici ce que je fais, ça coûte cher vos vêtements, ça serait le fun que vous embarquiez, puis ils ont embarqué. Boum, grosse boîte, plein de stock, mes bottes de travail et tout. Wow. Fait que j'ai été longtemps aussi avec juste du Big Bill. Par contre, rayonner, se démarquer, puis essayer de changer des choses avec les réseaux sociaux, avec de la bonté, sans être polarisant, sans être dans le drame, sans crier après le monde, surtout au Québec, en français, dans notre culture, c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, puis c'était devenu de plus en plus sérieux pour moi que je voulais que ça soit une avenue potentielle pour faire mes frais. Fait que j'avais fait un coaching, un truc entrepreneurial avec Mélanie Fortin. Et elle, dans le coaching, elle m'avait dit, tu sais, t'avais lancé ça, t'avais appelé ça « Héros d'un mois ». Parce que c'était mon rêve de TQ, moi, d'aider le monde. Oui, les super-héros ont dû t'habiter quand j'ai un tatou de Spider-Man, il m'a sauvé la vie, pas le tatou, mais le personnage. Bref, c'est une autre longue histoire. Il faudrait que tu nous en parles. Ouais. Si tu le notes, je vais t'en parler plus tard. Si on tombe là-dedans, on ne répondra jamais à l'autre question. Mais vas-y. Mais c'est ça, fait que c'était très présent dans ma vie, puis j'avais annoncé mon premier mois comme ça, héros d'un mois, après ça, je retourne à ma vie, ça va me faire du bien, ça va vous faire du bien, je m'attendais pas aux impacts. Et j'avais mis une photo de moi dans mon costume de Spider-Man, parce que jeune, j'avais pas de responsabilité, des revenus, je m'étais acheté un costume, mais une réplique, là, pas une affaire d'Halloween, une affaire à tout casser. Et j'avais mis une photo, puis les gens ne croyaient même pas que c'était moi. Fait que là, elle dit, tu sais, t'avais posté ça, elle dit, imagine, tu ramènes le héros. Je dis non. Moi, je ne vais pas me filmer chez le monde dans mon costume en spandex, faire mon influenceur. Puis après ça, j'aide le monde, ça me prend une demi-heure l'enlever, je le brise. Non. Puis là, elle dit, ben, je fais juste te dire, ça aurait plus d'impact, tu te démarquerais davantage. Fait que je suis parti avec ça, puis j'ai commencé à faire un mood board. OK, si j'ai un costume, mais que le costume est utile. Ah, déjà, il est utile, comme Batman. T'sais, Batman, c'est pas juste pour frimer, tout lui sert. OK, une batte-ceinture, tout ça. Fait que j'ai commencé à créer un costume et là, l'idée de tout ce que je porte maintenant est venue de fil en aiguille parce que ça combine autant les vêtements de travail Big Bill que j'avais déjà qu'un harnais de travail plutôt classique parce que je peux aimanter des ancrages sur moi, je peux monter au plafond avec ce qu'il faut, je peux mettre des outils. Mais là, la cape, c'était la portion supplémentaire, mais vu qu'elle est magnétique, sur mon harnais, je peux l'enlever et la remettre en un instant. Donc, non seulement elle se démarque dans les vidéos, elle appuie la mission, le personnage, l'altruisme, les valeurs, mais elle me sert concrètement chez les gens à soit protéger une surface, un sol lorsque j'ai besoin de travailler puis que j'ai peur d'endommager quelque chose. Je vais faire de la poussière, je peux protéger avec ma cape, je vais la secouer parce qu'il est fait en tissu de protège-meubles là, quand on fait du déménagement. Là. Oui, c'est une version légère, parce qu'elle est fragile quand même. Donc, des fois, je la remplace par une vraie. Si, mettons, je mets une sécheuse
dessus ou quoi que ce soit. Mais effectivement. Puis ça aussi, ça m'a amené une commandite. Tu sais, tout ce qu'on voit de moi, il faut savoir, autant les réseaux sociaux que le site web qui est quand même, j'en suis fier. La vidéo, j'ai une vidéo style bande-annonce de film professionnel, pas croyable. C'est des experts. Tu connais peut-être même Pierre-Luc Gosselin puis Nicolas L'Herbier-Savard, deux professionnels de l'industrie télévisuelle. Oui, L'Herbier-Savard, c'est eux qui m'ont fait cette vidéo-là bénévolement. Fait qu'il n'y a rien que vous voyez qui semble coûter cher, qui m'a coûté cher. Même les réseaux sociaux, les gens connaissent Antotran. J'ai des micros DJI. Il y en a une paire, c'est un cadeau de fête. Il y en a une paire, c'est un cadeau d'Antotran parce que mon ami Ghislain Roy n'en vendait, puis Anto les a payés pour me les offrir. Fait qu'il y a plein de gens qui contribuent à leur façon, en plus des dons mensuels, par des objets ou des contributions spontanées comme ça. Fait qu'il n'y a aucun argent, on disait tantôt, qui s'en va dans le superflu, tout s'en va dans la mission. Fait que le costume est venu appuyer ça, m'a permis de rayonner, m'a permis de trouver un angle, et même le branding, donc le logo, au moment d'arriver avec le héros, j'ai contacté quelqu'un qui m'inspirait sur TikTok, qui s'appelle La Pieuvre Graphiste, et lui... Et il faisait ça, il faisait des critiques de logos. Fait qu'il prenait les logos des gens et il disait ça, c'est pas bon pour ça, c'est pas bon pour ça, moi je te le ferais de même. Fait que moi j'ai écrit, tu me ferais-tu l'honneur de faire mon logo? Puis il a embarqué bénévolement. Fait que moi je suis tombé en bas de ma chaise, puis quand il a produit le logo, le premier, j'étais comme, c'est pas ça. Puis il dit, OK, ouais, excuse, j'ai voulu te le rendre vite parce que j'ai une date butoir, mais il dit, OK, attends une minute, je te reviens. Et là, je sais pas quelle épiphanie il a eu. Il a mis tout son cœur, toute son énergie, puis il a fait « Voici ». Et là, il y a une vidéo, je l'ai découvert dans une vidéo qui explique pourquoi chaque option du logo. Et j'ai braillé tellement que c'était beau, puis tellement que c'était aligné. Puis j'ai dit, à partir de là, on a vraiment un message, un branding fort, puis il reste juste à le faire. Explique-nous-le, ton logo. Bien, premièrement, il dit dans la vidéo, il dit, t'aides le monde gratuitement, tu demandes de rien, t'es comme un putain de héros moderne. Il dit, tu devrais avoir un F sur ton chest, comme Superman a un S sur son chest. Fait que c'est un F. Okay. Et je l'ai mis en angle parce que ça démontre que tu es en action. C'est F pour fiable, oui, le gars fiable. Parce qu'il dit ça, il dit le gars, on le sait. Oui. Ta qualité, c'est que tu es fiable, tu sais. Oui. Fait que il dit c'est en angle parce que l'angle dans un logo, ça démontre que tu es en action, c'est pas passif. Il dit j'ai arrondi les coins du F de chaque branche parce que c'est comme un peu comme un clin d'œil aux ailes, aux super-héros, aux gens qui volent au secours du monde. Puis il dit c'est une barre plus petite et qui grandit comme ton mouvement, on l'espère, qui va avoir de plus en plus d'impact dans la société. Fait que c'est ça l'histoire du F que je porte fièrement sur mon chest. Ah! Et pour la version anglophone qui suivra un jour, ça a été déjà un peu mis de côté, réservé, noté, parce que je veux percer en premier en français pour des raisons de valeur et de... Oui, parce que ça peut être l'Europe. Moi, en tout cas, je vois ça. Oui, exactement. Mais c'est que, dans le fond, c'est la communauté francophone au Québec qui est plus méfiante, plus, on va dire, je sais pas moi, on nous induit à plus se faire confiance, à avoir peur, à pas embarquer dans ces choses-là, parce qu'on nous met de l'avant tout le temps des affaires complètement mauvaises plutôt que les bonnes en continu, parce que la bonté, c'est pas payant. Tout le monde le sait. Donc, en anglais, ça sera Free Help Guy. Donc, le F est reporté pour Free Help Guy parce que ça explique exactement ce que je fais. Voilà l'histoire. Puis là, on va rester dans le chose du costume d'héros. Super-héros, t'es allé t'acheter, là, toi, si tu disais Superman, justement, t'as sauvé la vie. Spider-Man, jusqu'à aller chercher, t'acheter, puis on sait que c'est pas donné, là. C'est un cadeau que tu t'es fait. Tu disais que t'as sauvé la vie. Ouais. À quel moment dans ta vie? J'ai eu une relation jeune qui était très sérieuse, de 15 à 21 ans à peu près. Ben oui, c'est ça, parce que ça fit aussi avec quand l'abus s'est revenu dans mon esprit. Et cette relation-là, on était très sérieux malgré notre jeune âge. Encore une fois, une affaire complètement fou. Là, quelqu'un que j'ai rencontré à la ronde par hasard, j'étais dans le mini-rail, il était en bas, on s'est envoyé la main, en tout cas. Je paraphrase rapidement. Et donc... C'était la femme de ta vie, là. Exactement. Tu sais, premier amour, femme de ma vie. Puis là, on avait acheté un landau, là. Tu sais, on magasinait pour les bébés. On n'habitait pas encore ensemble, on magasinait pour le bébé. On avait ces plans-là et tout. Et à un moment donné, dans une trahison, mais en même temps, je veux dire, c'est la vie. Vous étiez jeune aussi. Exactement. L'adultère dans un party, groupe d'amis, je pense que c'est une erreur de boisson. Finalement, non, c'est l'amour pur. Elle me quitte pour lui. Moi, je veux mettre fin à mes jours. Donc, je veux mettre fin à mes jours. J'écris une lettre pour mettre fin à mes jours. Je l'adresse à tous les gens à qui je veux l'envoyer. C'est une lettre générale pour l'excuser elle, pas la rendre coupable, et pour dire à chaque personne un paragraphe personnalisé de l'impact qu'ils ont eu dans ma vie, puis comment je leur souhaite la paix d'esprit, puis tout ça. À 21 ans. Oui.
J'habite avec mon père à ce moment-là, je suis au 3e étage. En bas, c'est des clôtures italiennes en fer forgé. Je me vois atterrir dedans. J'appelle un de mes amis, je suis en pleurs. Mon père veut m'aider, mais je suis incapable de me connecter à lui à ce moment-là. Fait que j'appelle un ami. Il part de Repentigny, il s'en vient à Montréal. On jase, il me calme. Il s'en va. Et là, je me dis, OK, je vais juste reporter le geste. Je vais le planifier à notre anniversaire. Ça aurait fait tant d'années. Je vais aller à la ronde. Je vais m'endormir paisiblement dans mon auto avec un tuyau. Et comme ça, tous les messages seront passés, puis etc. Et quand lui ai parlé à elle, parce que je pense que fondamentalement, je pense pas que j'avais le courage de le faire. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser tout ça, mais que j'allais pas passer à l'acte, mais quand même. C'était très avancé comme processus. Mais il a aussi été thérapeutique, le processus. Fait que là, je l'appelle et elle, j'explique ça, que, tu sais, pour moi, ça va être fini, puis que je me vois pas sans elle, puis je souhaite bien du bonheur, puis j'ai dit à tout le monde que c'était pas de sa faute, puis qu'elle n'a pas de danger, puis si les gens ils font du mal, je m'en excuse. Et là, elle dit, tu sais, ça fait des années que tu chiales, depuis que je te connais, qui ont fait des films de Batman, de Superman, mais qui n'ont jamais encore fait des films de Spider-Man. Ils l'annoncent, là. C'est dans quelques mois. Rends-toi au film, au moins. J'avais jamais reparlé de ça. Fait que, dans le fond, je me suis créé une vie temporaire jusqu'à la sortie du film. Et entre les deux, ben, il m'est arrivé tellement de belles choses que l'idée de mettre fin à mes jours est partie. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que des fois, un gars fort qu'on voit qui aide les autres, ben c'est ça, tu sais, il y a eu ces moments de... Puis peut-être un gars hyper brillant. Tu sais, des fois, c'est une situation qui arrive, puis tu t'es rendu au film, puis même avant que le film aurait peut-être pas suffi à te faire changer d'idée. Oh oui, c'est tout ce qui est arrivé entre les deux. Puis c'est quoi qui t'est arrivé entre les deux? Ben, des gens, des rencontres, tu sais. En fait, c'est que je me suis mis à vivre comme j'avais jamais vécu avant, dans le sens que un peu de débauche. Tu sais, j'ai beaucoup de retenue. T'as vécu ta jeunesse. Mais c'est ça. Fait que dans un court laps de temps, je me suis foutu de pas mal d'affaires. Puis... tu diras, je suis dans mes derniers mois, je vais en profiter. Quelque chose comme ça. Puis c'est ça. Fait que tu sais, j'étais dans des environnements moins sains, au sens propre, mais qui m'ont fait du bien. J'ai rencontré une fille, tu sais, à qui j'ai écrit des lettres et des lettres et des lettres pour dire qu'elle m'avait sorti de ma torpeur et tout ça. Puis finalement, pas pour mal faire, mais elle aussi... Elle a joué la game de me faire du bien, mais sans jamais vraiment avoir d'intention. Tu sais, le fameux « t'es un bon gars, on veut rester amis », là, j'ai tellement vécu ça dans ma vie souvent, que c'était encore ça, mais ce que j'ai vécu à travers ça, ça m'a donné l'étincelle de « OK, il peut en avoir un autre. Ça sera pas elle, déception, mais il pourra en avoir d'autres. » Puis il y en a eu une pas longtemps après, puis etc. T'sais. Fait que tout ça, ça fait partie de... la mère de tes enfants. Oui, que j'ai rencontré en Italie, d'ailleurs. Ah, OK. Ouais, c'est un romantique aussi. Oui, ben oui, puis en même temps, moi, s'il y a une chose que je crois, indépendamment de toute limite, de toute religion, puis de toute croyance, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, puis les synchronicités, puis appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis parti en Italie dans un moment difficile de ma vie. En 2012, justement, quand je perdais ma carrière potentiellement dans le domaine de l'humour, puis tout ça, puis je savais plus quoi faire de ma vie encore une fois. Mais cette fois-là, ça a été une fuite. Ça a été, je sac mon camp d'ici, parce que sinon, je vais ravoir des idées noires. Fait que là, je me suis pris un voyage d'1 mois en Italie, 3 jours prévus juste pour atterrir. Ensuite de ça, tout était improvisé. Puis comme de fait, là-bas, j'ai rencontré cette personne-là qui est mon amoureuse aujourd'hui, qui était du Québec, de Sherbrooke, mais que j'ai rencontré là-bas tout à fait par hasard, dans un coin reclus où ce que tu t'attends pas à rencontrer personne. Puis ouais, c'est ça, c'est magnifique. Là, il y a 2 beaux enfants. On peut rentrer là-dedans pas, là, mais... Non, oui. Ben non, c'est ça, c'est une belle aventure. Puis vous avez 2 beaux enfants. Ouais. Puis... tout à l'heure, on a abordé l'abus que tu as eu quand tu étais plus jeune. Ça a été quoi les impacts par rapport à ce que comme tu disais, tu l'avais comme complètement effacé de ta mémoire de 8 à 21 ans. Ouais. Tu as eu comme un déclencheur qui ça fait en sorte que c'est revenu. Ouais. Comment tu as pu régler ça, cheminer là-dedans? Puis c'était quoi? Là, maintenant, tes parents, c'était quoi les impacts? Ben, au début, c'était vraiment... Je me suis mis à en parler à des gens proches de moi parce que j'entendais, tu sais, dans les annonces, si t'es arrivé de quoi, parle-en, ça fait du bien. Puis là, c'était naïf parce que j'avais des échecs successifs dans ma vie qu'à un moment donné, j'étais allé en psychologie.
Puis même quelqu'un m'a parlé de la CAVAC, de l'IVAC, tout ça. Fait que j'ai été soutenu comme ça. J'ai eu de la psychologie de fournie. Et ça m'a fait réaliser que l'impact est plus profond. Puis j'ai travaillé là-dessus. Et c'est plus tard dans ma vie, il y a 2 choses qui me sont restées. Puis il y en a une que j'ai découvert en étant parent. La première, c'est je vais pas être trop graphique, là, mais chaque fois que je suis responsable, mettons, du souper, puis que je dois nettoyer un concombre, c'est un peu une expérience traumatique. Je vais juste dire ça comme ça. Ça c'est resté. L'autre chose, c'est mes enfants. Là, ils sont plus vieux. On joue rough. Mes enfants, ils se lavent tout seuls, tout ça. Mais du moment que j'avais une situation plus d'intimité avec mes enfants, ou même dans le jeu, on fait le cheval sur un genou, tout ça, ben moi, contrairement à peut-être bien d'autres parents, j'ai toujours cette pensée-là dans la tête de c'est-tu trop? Je vais-tu trop loin? Est-ce qu'elle en tire du plaisir puis je suis complice de ce plaisir? Tu sais, ayant été abusé jeune, j'ai toujours eu peur, sans le vouloir, sans avoir les impulsions, d'avoir des gestes considérés abusifs envers mes enfants, involontairement. Fait que je me suis toujours imposé de ne pas être si affectueux, si près d'eux en ce sens-là, parce que j'ai toujours des doutes, tu sais. Que beaucoup de gens, peut-être que beaucoup de parents se posent même pas la question, tu sais. La bébé dans le bain, lave la vulve, c'est ça. Moi, ma fille, j'ai toujours été mal. Je sais que j'ai pas d'impulsion. Je sais que je pense pas à ça dans le sens de l'agir. Mais au contraire, je suis comme, mais c'est-tu normal que je le fasse? Ou c'est pas normal? Ou ça va, tu sais. Fait que je porte ça, puis c'est pas... Ça a-tu duré longtemps? Non, moi, ce qui m'est arrivé à moi... C'est sporadique? Dans mon souvenir, une fois seulement, c'était dans un environnement d'hypnose. Donc, est-ce que c'est arrivé d'autres fois puis c'est encore scellé ou je ne sais trop comment ça marche ces choses-là? Je ne sais pas. J'ai jamais des games de me refaire hypnotiser dans ma vie, on se comprend. Mais fait que dans ma tête, dans mon souvenir, dans mon vécu ressenti, c'est arrivé une seule fois. Puis cette personne-là, tu l'as pas revue, tu l'as pas dénoncé? Non, exactement, parce que, premièrement, c'est quelqu'un qui était un peu associé à la famille par alliance, ou par adoption plutôt. Et puis, deuxièmement, j'avais peur en dénonçant de faire du mal à mes grands-parents. Puis aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que la personne à qui ça pourrait faire le plus de mal, c'est mon grand-père. Mon grand-père est décédé parce que c'était son frère adoptif, c'était sa seule famille qui lui restait pendant des années. Puis j'ai jamais voulu en parler parce que j'avais peur, tu sais, que des fois, on a un choc psychologique puis ça nous affecte physiquement. Fait que, tu sais, je m'imaginais avouer ça à mes grands-parents ou sortir publiquement ou amener l'autre en cours, les amener comme témoins, puis qu'à un moment donné, ça tue mes grands-parents. Fait que j'ai jamais osé, tu sais. Puis ils se seraient sentis coupables, assurément. Ben oui. Puis ils se sont sentis coupables parce qu'ils ont fini par le savoir. Okay. Parce qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait des cheminements, de la psychothérapie et du cheminement personnel. Puis dans un cheminement, on m'a suggéré le pardon. On m'a suggéré une lettre. Puis je suis bon là-dedans. J'ai fait une lettre pour pas me tuer. Puis j'ai fait une lettre pour y écrire merci, pardon. Ben, pas merci, mais pardon. Je te pardonne, en fait. Okay. Donc, quand j'ai écrit cette lettre-là, j'ai eu l'élan d'y envoyer. Parce que je me suis dit, je me sens pas complet tant que j'ai pas envoyé. Puis j'avais déjà commencé à avouer tout ça à ma mère à l'époque en catimini. Puis j'avais dit à ma mère, j'ai envoyé la lettre. Puis elle a dit, elle a dit, il est illettré. Fait que je dis, bon, ben, il fera lire par sa voisine, son adjointe, je sais pas, puis ça va le dévoiler en même temps, tant pis pour lui. Mais lui, il sait qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Fait que la seule personne à qui il fait confiance, c'est son frère. Fait que c'est mon grand-père qui est allé lire la lettre. C'est mon grand-père qui est allé lire la lettre en pleine tempête de neige. Hey, ton grand-père s'en va chez son frère, tu sais, ça doit avoir rapport avec la lettre parce qu'il se déplace pas dans la neige d'habitude. Mais mon grand-père, il savait pas à quoi s'attendre. Fait qu'une semaine plus tard, j'ai dit à ma mère, bon, ben, à cette heure qu'ils le savent, quand on a un meeting, on va aller le jaser. Puis j'étais comme ça, fois 1000, j'étais pas capable de placer un mot. Puis c'est ma grand-mère qui m'a dit, on le sait, c'est correct, ça n'a pas de bon sens, on s'excuse. Puis qui ont décidé de le renier. À leur dire, je n'ai pas vérifié. Ça me ferait pas plus de bien ou de mal de savoir qu'ils l'ont renié, tu sais. Mais ils l'ont renié, supposément. Puis là, mon grand-père est décédé il y a une couple d'années. On n'a jamais reparlé. Puis il devait pas être au funérailles puis tout ça. Non, c'est ça, je l'ai jamais, non. Puis, tu sais, avant ce qui est le plus drôle, c'est qu'avant de le savoir, mon grand-père, étant donné qu'il était encore en contact avec, puis qu'il savait que lui avait besoin d'un cellulaire, puis que moi, j'étais d'un cellulaire, il me l'avait envoyé à ma boutique. Fait que je l'ai revu, cet homme-là, mon nez, puis je pense qu'il a senti le malaise. Puis il a fait comme si finalement ça répondait pas à son besoin, puis il est parti, tu sais. Puis moi, j'avais pas encore cheminé à cette époque-là, mais dans mon cheminement, ce que je me suis rendu compte, puis je veux le dire parce que peut-être qu'il y a des victimes à qui ça parle, tu sais, on pourrait vouloir leur mort, là, les mettre en prison, la justice. Puis je veux pas la mort, mais je veux la justice, puis je l'aurai jamais. Sauf que ce qui me fait beaucoup mal aussi,
c'est que cette personne-là, dans ma vie à moi, c'était pas un étranger d'une ruelle. C'est quelqu'un à qui j'avais confiance, qui avait une place importante dans ma vie, que j'estimais, que j'admirais. Puis à cause de ce geste-là, il a pu daigner me revoir. Fait que moi, c'est la perte de relation qui m'a fait le plus mal. Puis d'avoir envie de le revoir, puis de me sentir coupable de vouloir. Fait que c'est ça. Fait que je sais plus où, je veux plus le revoir nécessairement, mais j'ai tout passé à travers ça. Oui, c'est ça. Parce ça me fait encore quelque chose d'en parler parce que je pense aux gens, surtout, à qui ça peut être arrivé. Oui, ça. Puis souvent, c'est avec des gens près de nous que ça se passe. Ouais. C'est pas des inconnus, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis ta mère est toujours vivante? Oui, mon mère, mon père, ma grand-mère. OK. Oui. Puis c'est ça, ta grand-mère, je sais qu'elle est toujours vivante. Tout ça, oui, absolument. Mais il l'a su finalement, donc pas longtemps avant de... Quelques années. Quelques années avant de... En tout cas, ben, l'autre, au moins, il a su que tu... Oui, fait que c'est ça. Là, tes enfants ont un vrai super-héros à la maison. Oui. Comment ils vivent ça? Parce qu'en plus, ils sont dans l'âge des super... Tu sais, de l'émerveillement, de l'imaginaire. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que tu fais, de ton personnage, mais qui est pas, qui est un vrai... Mon garçon... un vrai super-héros. Mon garçon 9 ans, un peu plus de plus en plus, mais il n'est pas tant dans les super-héros que dans Minecraft, mettons exemple. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a pas... Je pense pas qu'il est m'idolâtre d'une certaine façon. Il est quand même réservé, timide. Il est avec les adultes, mais à l'école, ça a l'air que tout le monde veut être son ami. T'sais, il me ressemble beaucoup quand j'étais jeune. Plus timide, mais que tout le monde veut être... tout le monde veut être son ami, etc. Puis il est fin avec tout le monde, puis il a du fun avec tout le monde, puis il est très polyvalent, etc. Mais il n'est pas dans la phase héros. Puis je sais pas à quel point il est au point où il comprend le sacrifice, où il comprend l'impact. Il sait que c'est bien, il aime ça regarder mes vidéos. Je pense qu'il est fier de moi, mais il le verbalise pas beaucoup. Par contre, dernièrement, il me dit, ma prof m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Puis je dis, ouais, qu'est-ce que tu as dit? Puis là, il m'explique que tu aides le monde, puis que c'est gentil, puis tout ça. Puis elle avait l'air super comme... Elle a trouvé ça vraiment cool. Puis tu voyais que ça le rendait, lui, cool, fier, puis tout ça. Ma fille... aller faire une présentation dans sa classe. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai dit toujours, tu sais, si ça le gêne pas. Fait que je me souviens, l'année passée, il y avait une sortie scolaire où on était avec ses amis, puis il m'avait dit, montre-leur ta vidéo. Où est-ce que je me transforme en super-héros, puis tout ça. Puis je dis, OK. Fait que je leur montre la vidéo, puis je leur montre la photo de moi dans mon costume. Puis là, ils sont comme, waouh, hey, ton père, c'était vrai. Là, ils trouvaient ça cool. Fait que cette année, dans une sortie, j'étais plus avec la même gang parce qu'ils ont changé de groupe un peu. Mais ils m'ont reconnu de loin, et ils m'ont dit, hey, c'est Pietro Mancini, c'est le héros. Hey, lui, c'est un héros. Puis j'étais comme, faut pas le dire, c'est un secret, tu sais. Je faisais des blagues avec le concept, tu sais. Fait que je pense qu'à quelque part, c'est ça. Il est pas gêné de ça. Par contre, étant donné qu'on a un peu la vie qu'on avait quand on était jeune, donc ils n'ont pas tout ce que les autres ont aussi vite ou d'une façon aussi présente, à cause des ressources financières qui sont différentes de ses camarades, ben c'est sûr que des fois, comment ça fait qu'on n'a pas de chalet, ou comment ça fait que nous autres, on ne va pas en voyage, ou tu sais. Fait qu'il arrive des discussions comme ça, fait qu'il comprend, puis tu sais, ça a quand même ses limites. Il y a ma fille qu'elle est ultra serviable, axée vers les autres. C'est un bout en train, c'est une artiste, elle chante. Tu sais, le soir, on fait ce qu'on appelle les moments wash, les moments wow. Fait qu'on partage des moments de notre journée. Au début, c'était juste 2 choses. Wow, wash. Là, on est rendu avec un merci à la vie, une fierté personnelle, puis un souhait pour le lendemain. Puis là, des fois, elle les fait en chantant. Tu sais, elle est incroyable pour ça. Mais elle comprend pas tout non plus. Évidemment, elle est un peu trop jeune. Mais ça, l'impact puis les valeurs, je pense, sont présentes. Puis les effets négatifs ne le sont pas encore assez pour que ça leur nuise. Mais tu sais, ça sera pas trop long que mon gars pourrait rentrer dans « Ben là, comment ça fait que toi, tu joues pas au hockey? Comment ça fait que t'as pas d'argent pour faire ça? » J'imagine que ça va arriver. Puis on en parlera rendu là, tu sais. Ils vont être adolescents, là, ça va être une... Puis j'entends pas, tu sais, dire que la mission fonctionnera pas puis je vais pas renflouer les coffres éventuellement. Là. Le but, c'est pas de me mettre riche, mais c'est de pouvoir continuer à faire ça à temps plein et davantage, et déléguer, et grossir le truc à travers les valeurs de la mission quand même qui sont altruistes, mais qui sont aussi collectives, tu sais. Puis tu y crois encore, je dis, c'est ça, là, ça va venir, puis à force d'en parler, puis tu sais, des fois, c'est ça, là, c'est le petit train va loin, puis moi, je peux pas croire qu'il n'y a pas des entrepreneurs, puis des gens qui peuvent, mais tu as raison, les gens, tu sais, ah oui, je vais donner, ah oui, c'est bon, mais après ça, ils arrivent dans leur quotidien. Si j'avais $1 par mois par commentaire de gens qui ont dit « ça prend plus de gens comme toi », à quel je répondrais, il va en avoir quand plus de gens comme vous vont passer des mois à l'action avec $1 par mois, je le disais pas de même, mais poliment, on serait déjà plusieurs, garanti. Si j'avais, on va dire qu'ils ont les moyens, 5 ou 10 $ par mois par entrepreneur qui m'ont donné des conseils sur comment être un entrepreneur, je serais probablement déjà millionnaire.
les gens parlent, n'agissent pas parce qu'il n'y a pas de profit pour eux. Et ça, c'est dommage. C'est vrai. Parce que quand on approche, effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé justement d'approcher des gens, des commanditaires, de regarder, moi, je veux faire le bien, tout ça. OK, ben là, c'est quoi? T'as combien de followers? C'est ça que je sais. T'as combien de personnes à ton podcast? Combien de personnes à ton site? Tu fais combien ça? T'as combien de... Ben moi, je suis entrepreneur moi-même. Je gagne ma vie, mais c'est une mission que j'ai. Je veux dire, moi, l'important, si je change la vie d'une personne qui vient de t'écouter aujourd'hui... c'est correct. C'est un jour, ça sera 10, un jour, ça sera 100. Exact. Mais je veux dire, moi, OK, puis t'as combien? Ben, moi, je suis rendue là à me dire, ben, sais-tu quoi? Je peux intéresser. Est-ce que toi, je peux intéresser? C'est incroyable parce que, puis tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui ont des talents pour conseiller, coacher, accompagner, peu importe, puis ils se donnent une valeur incroyable, puis ils sont riches. Bravo. Mais tu sais, ultimement, des coachs qui coachent des coachs qui font rien au final avec ça, ou qui n'aident pas le vrai monde, ça sert à quoi? Non, parce que Absolument souvent, rien. ceux qui brillent vont aider, vont prendre des milliers de dollars, des 5. Souvent, c'est des formations de 5, 10, 8 000 dollars. Je veux rester dans la bonne humeur. Va pas trop loin dans le sujet. Puis finalement, on sait très bien que c'est des gens qui sont démunis puis qui vivent des fois un moment difficile puis qui se disent je veux m'en sortir. Ils vont prendre leur dernier 5 000 $ dans leur compte pour ça, mais tu vas les voir 5 ans plus tard. La minute que ça ne fonctionnera pas, ils vont dire que c'est de ta faute parce que tu t'es pas investi. Bref, c'est ça. Tout ça pour dire que j'ai eu plein de conseils. Mais tu sais, moi, là, si ma mission, là, c'était d'aller chez la madame de 60 ans puis de lui dire l'épaule à rideau, parfait. Bon, ben, regardez, je vais vous placer l'escabeau à la bonne distance du mur. C'est comme ça qu'on fait. Alors, montez dedans. Inquiétez-vous pas, je vous coach, là. Je vous donne des conseils, là. Montez dedans. Faites le petit trou avec votre bout de tournevis, OK? Assurez-vous que vous ne tapez pas un tuyau. Là, prenez votre ancrage, vous le tapotez doucement. Mettez votre vis. Elle est solide, parfait. Là, rajoutez votre... Tu sais, si j'étais là à donner des conseils, il ne se passerait à rien dans la vie de cette madame-là de positif. Non, je suis là et je le fais. Je agis. Je concret. OK, c'est pas un verbe. Oui. Mais tout ça pour dire que si les gens... Tu concrètes. Exactement. Ils ont envie de contribuer à la mission, puis qu'ils ont un talent, si c'est des conseils, écrivez-moi-les. Mais ça se peut que je les écoute pas parce qu'on m'en donne des millions. Et je comprends que je suis pas parfait, puis je comprends que j'ai besoin de m'améliorer, mais j'ai aussi besoin de gens qui sont prêts aussi à passer à l'action pour que la mission puisse prendre de l'envol pendant que moi, je deviens pas un professionnel du marketing, un professionnel des montages vidéo, parce que je suis le professionnel d'aller chez le monde et leur offrir la paix d'esprit. C'est ça. Ça peut-tu être ça, ma job? Pendant que les autres font leur professionnel, leur passion dans la mission pour contribuer aux autres? Ben oui, un peu comme celui, le site Internet, comme le gars du logo, eux autres, ils sont... Exactement. Ils vont pas aller poser une pôle chez madame de 70 ans, mais ils t'aident, toi, à avoir une visibilité. Exactement. Là. Toutes les gens qui sont sur mon site web, dans la section partenaires, pas pour leur faire une blog, mais oui, c'est toutes des entreprises qui attendent rien en retour. Je leur offre des fois des mentions comme aujourd'hui, de la visibilité. Je leur en parle. Mais c'est pas parce qu'ils me l'ont demandé ou qu'ils l'attendent. Ils ont embarqué jour 1, j'avais 0 followers, 0 argent, 0 crédibilité. Ils ont embarqué. Princesse Auto me fournit des outils à batterie de leur propre marque parce que c'est dans leur valeur. C'est une directrice avec qui j'ai connecté quand je suis allé acheter le matériel pour la cape. C'est la seule place qui en avait du rouge. J'ai pas choisi Princesse Auto pour leur valeur. Je les ai découverts qu'il y avait des valeurs communes avec les miennes en achetant quelque chose en disant « Tu possèdes dans des rabais? » Ben, je vais demander la directrice. La directrice, elle vient, je lui montre ce que je fais à capote. Elle dit « C'est beau, que tu as besoin. » Exemple, tu sais. Puis j'ai un entrepreneur en conseiller financier. Lui, il a décidé dans sa vie de remettre 5%, je pense, ou 10% peut-être de ses revenus annuels à des organismes, des causes. Lui, il a embarqué dans la mission, c'est un de mes plus gros donateurs mensuels. Mais il n'attend rien en retour. Tu sais? Fait que non, puis ça va dans ses dépenses, disons-le. Lui, ça lui fait du bien. Il a choisi la cause, puis c'est déductible d'impôt en plus. Exactement. Mais c'est vrai, puis c'est bon parce qu'il y a des gens comme toi qui vont aider monsieur, madame, tout le monde. Puis là, on est plus en ce qui concerne là, du travail là, de menuiserie ou d'entraide. Menu travaux, conciergerie, oui, exactement. C'est ça, comme un homme à tout faire. Donc, oui, avec certaines limites. Oui, avec certaines qu'eux ne s'imposent pas. Parce qu'un homme à tout faire, ça ne dérange pas d'être illégal en ce sens que, exemple, tout le monde que je connais, homme à tout faire ou pas, a déjà changé un lustre chez lui. Ouais. Il arrive, c'est pas beau, on met à jour. Pas le droit. Électricien. Sinon, l'assurance, si tu passes au feu, elle te couvre pas. Fait que c'est illégal. T'sais. Fait que moi, j'ai arrêté de faire des choses illégales que je savais même pas que c'était illégal. Parce que j'ai déjà changé des lustres chez nous quand je suis déménagé. Mais les hommes à tout faire vont continuer de le faire parce qu'ils mettent pas les preuves en vidéo comme moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. De malade, je vous reconnais. Là. Votre maison passe au feu, mais c'est le gars fiable qui a posé votre... Puis comme l'offre, elle est restreinte aussi, ou
limité, caractérisé par une journée par personne. Et ensuite, je donne au suivant. Donc, il n'y a pas de retour. Mais je ne peux pas faire des choses qui prennent du temps de séchage, multicouche, je repasse dans 4 tu sais. Fait que plâtre, peinture, silicone, scellant, c'est toutes des choses que je suis pas habile ou que ça se fait pas dans le cadre des caractéristiques. Toi, t'arrives le matin, tu repars le soir, tu as fait grosso modo. Entre 9h et 16h, dans le fond. Quand mes enfants sont dans le système scolaire, parce que je dois faire le transport parce qu'on est dans une école hors zone, il n'y a pas de transport. Fait que moi, je vais les déposer à 9 et je vais les chercher vers 4. Fait que entre les deux, plus tu es proche de chez moi, plus tu vas avoir d'heures de travail gratuit. Plus tu es loin, moins tu vas en avoir. C'est pour ça que je limite le territoire également à Montréal, Rive-Sud, Montérégie. Mais tu sais, je suis allé à Saint-Polycarpe à un moment donné. C'était un peu plus loin. Je suis allé à Drummondville à un moment donné. C'était un peu plus loin, mais ce que moi, je pouvais faire pour ces gens-là, ça avait un énorme impact dans leur paix d'esprit et ça prenait pas assez de temps pour que je sois en retard pour mes enfants. Donc, je suis allé pareil, tu sais. Fait que c'est quand même des caractéristiques qui sont moindrement lousses dans le but d'avoir un impact maximum. Puis, tu sais, tu as parlé de tes amis là, qui t'ont encouragé, mais tu sais, dans un cercle d'amis, puis dans la famille, comment on est vu, tu sais, parce que justement, tu sais, le père de famille qui va faire moins financièrement, puis qui décide d'être le super-héros des temps modernes, ça, est-ce que tu sens parfois un regard ou de dire, bon, ben là, tu sais, c'est quoi sa vraie job, lui, dans la vie? Je veux pas nommer personne. J'ai des amis qui ont toujours été très proches, qui le sont encore, des nouveaux amis qui le sont devenus, des gens qui comprennent la vision ou qui la respectent ou peu importe. Il y a certainement aussi dans ce lot-là des gens qui s'inquiètent, tu sais. Mon père, ça a été vite. Ouais, mais là, s'il t'arrive quelque chose, comment tu vas payer, tout ça, tu sais. Fait qu'on a discuté de ces choses-là. Mais j'ai aussi, comme n'importe quel entrepreneur qui fonce dans sa voie, que ce soit les MLM, que ce soit les podcasts, que ce soit n'importe quoi, on perd du monde autour de nous en chemin parce que les gens, ils ont leur propre peur. Et ils transfèrent leur peur sur nous et donc ils nous comprennent plus puis ils sont plus à l'aise ou je sais pas trop quoi. Je suis pas un psychologue. Là. Fait que oui, j'ai perdu du monde dans ma vie. Des gens que ça me dérange pas, je me dis, ils font leur vie, sont heureux puis je suis content pour eux. Puis d'autres gens que ça me fait de la peine parce qu'on était plus proches ou parce qu'on développait quelque chose ou parce qu'il y a un lien avec la famille, tu sais, des liens familiaux, des liens parentés qui étaient là en création, qui se sont estompés à cause que je fais ça, puis qu'ils comprennent pas ou qu'ils prennent pas le temps de vouloir comprendre ou que ça leur fait peur ou je sais pas quoi. Mais oui, c'est tu leur enverras le lien de mon podcast? Écoute, j'ai tellement fait d'entrevues puis de podcasts. Je les ai tellement relancés souvent pour aller prendre des cafés, leur expliquer. Ouais. Il y en a un qui l'a fait, puis ça l'a touché, puis il a compris aussi quelque chose, tu sais, en ce sens. Puis il n'est pas revenu m'aider plus, il n'est pas revenu contribuer plus, mais je sais qu'au moins, il a potentiellement saisi. Puis j'ai potentiellement eu son espèce de crime, lâche pas, good job, je suis content pour toi, tu sais. Puis ça m'a fait du bien. Parce que c'est une personne, tu sais, de qui j'étais proche pendant plusieurs années et de qui j'étais proche aussi de sa mère, à qui je donnais beaucoup de coups de main parce que lui n'était pas manuel. Fait que moi, d'aider sa mère, ça m'a fait du bien parce qu'elle, elle savait que j'attendais rien en retour. Tu sais, fait que c'est aussi là que j'ai compris, hey, quand t'attends rien en retour, là, ça goûte meilleur que quand tu es un entrepreneur. Mais ça fait plus mal quand tu vois que le fils de cette femme-là, qui est un ami, comprend pas quand à quelque part... en fait, il avait jamais fait le lien. OK, jamais fait le lien. Oui, c'est moi qui ai expliqué ça. C'est une des choses qui l'a touché. Écoute, je fais ce que je fais pour ta mère pendant des années. Oui, mais pour tout le monde maintenant. Parce qu'il n'y a pas juste ta mère qui n'a pas de ressources. Tu l'as dit dans l'intro, merci beaucoup pour ça. Les gens en panne de ressources. Ce terme-là, j'ai dû l'inventer parce qu'on m'imposait les gens dans le besoin, les gens isolés, les gens... C'est tous des termes péjoratifs que des gens veulent même pas porter comme étiquette parce que toi, tu as probablement déjà été à un moment donné dans ta vie en panne de ressources. Certainement. Pas dans le besoin, mais si tu avais eu accès à quelque chose, là, tout aurait basculé. Moi, dans ma vie, c'est ça. Ma vie, elle a été parsemée de défis puis de choix difficiles, mais j'ai toujours eu la ressource qu'il fallait. Fait que moi, je suis devenu cette ressource-là pour ceux qui ne l'ont pas, qu'elle soit humaine, financière, institutionnelle, de confiance, de connaissance, peu importe quoi. Si t'es en panne de ressources, t'as le droit à mon aide l'instant d'une journée. Pas si t'es... Puis si t'es dans le besoin... Que tu sois riche ou pauvre, là. On s'en sac. Si t'es dans le besoin aussi, mais sauf que si t'es dans le besoin, il y a des grandes chances que ce que j'ai à t'offrir, ça fasse pas la différence. Donc, je vais y aller si oui, ça fait cette différence-là. Mais si ta vie, ta situation complète n'est pas prise en charge par plus grand que moi, et ça, c'est la société puis le filet social qui est mal construit, ben là, à ce moment-là, je peux pas vraiment, c'est pas ma clientèle cible. Fait que c'est pour ça que j'ai créé les gens en panne de ressources. Une panne, c'est involontaire, c'est temporaire, c'est spontané, ça juge pas, ça catégorise pas.
Puis une fois que c'est réglé, c'est réglé. Fait que la majorité des gens que j'ai aidés, il y en a beaucoup qui voudraient me revoir parce que c'était pas fini ou parce qu'ils ont d'autres choses plus tard. Ils n'ont pas plus de mari, ils n'ont pas plus de monsieur qui est en forme. Mais ils sont tellement comblés dans ce moment-là et pour un certain temps, puis des fois même de façon permanente, que c'est ça la différence. Pour au moins cette affaire-là. Oui, puis une fois que ça c'est réglé, eux, dans leur propre vie, peuvent continuer à être des personnes qui vont aider les autres, même si je l'attends pas, je le demande pas. Ils vont le faire spontanément. Ils étaient déjà comme ça. Ils me le témoignent souvent. Les gens peuvent pas profiter de mon offre puis être malveillants. Moi, il va jouer au poker, pendant ce temps-là, il va sortir mes poubelles. Non, tu as le droit à une fois. Tu vas-tu la risquer pour une niaiserie? Non. T'sais, fait que toute la mission, humblement, tous les mécanismes, toutes les caractéristiques et comment qu'on peut le dupliquer, c'est fait d'une façon totalement... C'est positif. Positif, sécuritaire, ingénieuse et impactante dans le bon sens pour toute personne impliquée. Sauf si t'es là pour le profit à tout prix. Ouais. Eux autres, je leur souhaite bonne chance. Drink to that. Parce que l'argent sera pas toujours là ou tu vois, elle n'aura pas toujours la valeur. Non, puis honnêtement, puis tu sais, c'est ça, c'est... Puis en plus, c'est que souvent, on va dire, OK, ben les aides puis les subventions, tout ça, c'est souvent aux gens vraiment, vraiment démunis. Mais c'est vrai que tu peux avoir de l'argent, tu peux être juste, tu sais, tu peux être bien, tu peux être capable de payer ton hypothèque, tes affaires, mais être démuni, d'être une femme seule, tu sais, tu viens de perdre ton mari, peu importe. Puis là, écoute, ça fait ta cour arrière, c'est rendu du chien dent, tu vois plus. Exact. Tu sais, juste une maladie temporaire. Tu sais, une maladie, là, il y en a un qui, le plus manuel se fait hospitaliser. Tu perds le contrôle. Si déjà tu vis à court de moyens ou pas au-dessus de tes moyens, les gens pensent des fois, c'est ça, au-dessus de tes moyens, tu l'as cherché. Non. Tu sais, depuis le début, je rentre dans la vie des gens. Puis tu sais, au début, j'avais mes réflexes de « Ah, mon Dieu, il est rendu là, qu'est-ce qu'il a fait comme mauvais choix, tout ça. » Et on se rend compte en écoutant les gens, avec empathie puis sans jugement, que si j'étais à leur place, là, je serais probablement pire aujourd'hui. Tu sais, faut pas juger, faut marcher, tu sais, on dit on marchait des milles dans les souliers de quelqu'un avant de le juger, mais c'est ça. Fait que tu sais, quand j'entre dans l'intimité des gens, puis je les aide dans quelque chose qui est souvent un laisser-aller ou un ben il y a une raison. Faut juste prendre le temps de la découvrir puis pas le juger. Fait que ça peut être ça peut être n'importe qui. Puis effectivement que ça fait une belle différence, tu sais, de repartir à zéro comme ça avec des choses qui sont réglées. Je sais que toutes tes rencontres sont de belles rencontres, mais si je te demande de me parler de 2-3 rencontres qui t'ont donné le goût de dire, écoute, moi, c'est sûr que je suis vraiment sur mon X, je fais ça. Puis ça t'a transformé, puis ça t'a comme propulsé à continuer. Moi, de belles rencontres. Je m'excuse pour les gens qui écoutent tout ce que je dis parce que je le répète souvent, c'est un des plus marquants, puis c'est lui que j'ai hâte de clore, si on veut, comme dossier, façon de parler. On va parler de la personne, pas du dossier, là, mais c'est quelqu'un que j'ai aidé qui est un cas, malheureusement, trop typique probablement de gens qui vivent à la solde d'un propriétaire malveillant, en quête de profit à tout prix, qui investit dans rien, qui fait tout croche, qui tourne les coins ronds. Donc son appartement est tout démoli, en partie par la faute des ouvriers et du propriétaire. Fait qu'elle vit dans des conditions insalubres. Évidemment, le système fait pas en sorte qu'elle peut se battre facilement puis gagner. Fait que c'est ben trop énergivore. Elle n'est pas capable. Physiquement, mentalement, elle a des enjeux de santé mentale, des enjeux de santé physique, des enjeux de syndrome post-traumatique parce qu'elle l'a vu sacrer du monde à la rue, barrer des portes, changer des serrures. Elle a peur de vivre ça. Elle sort plus de chez eux. Ça fait des mois qu'elle vit là-dedans, des années. Elle ose me demander de l'aide pour nettoyer un peu. Je m'en vais là. Je fais mon possible. Dans le temps que j'ai, c'est loin. Il y a du trafic, je fais tout ce que je peux. Je m'en vais de là en disant « Je m'excuse. J'ai pas fait grand-chose. Je m'excuse. Je me sens pas bien. » Elle dit « Tu as un impact beaucoup plus grand que tu penses. » Parce qu'elle dit « Moi, ça fait des mois, des années que j'ai pas fait confiance à personne, que personne n'est rentré chez nous. Puis je suis pas capable de sortir de chez nous. Fait que déjà, d'avoir un environnement un peu plus sain, puis d'avoir eu cette confiance-là en quelqu'un, ça me fait du bien. » Et pas longtemps après, elle s'est jointe à mon groupe sur Facebook. Un groupe que j'ai mis en place pour essayer d'aider plus de monde parce que je peux pas toutes les aider. Donc, les gens s'aident ou se demandent de l'aide entre eux. C'est un groupe qui est réservé pour ça. Donc, elle a embarqué dans le groupe et la minute qu'elle a pu répondre à un besoin, elle a répondu. Tu sais, elle a redonné au suivant. Puis ça l'a réintégré socialement, ça? Oui, exactement. C'est ça, là, ça l'a fait qu'elle n'est pas plus sortie, mais elle a dit à quelqu'un, quelqu'un cherchait bottes, manteau chaud pour une jeune maman monoparentale à la rue. Elle a offert de ce qu'elle avait de trop. Elle a vu du monde, la personne est venue chercher. Exactement. Puis pas longtemps après, hey, j'ai ma prescription en pharmacie qui est arrivée, le livreur est malade, le char, je sais pas quoi. Quelqu'un peut aller chercher ma prescription, quelqu'un qui est allé, tu sais. Puis pas dans l'abus. Je suis sûr qu'elle demanderait tous les jours si elle pouvait. Mais elle se restreint cette retenue-là parce que elle sait qu'elle veut pas abuser. Elle sait que c'est pas elle, mais elle a pas d'autres ressources. Il n'existe pas les ressources pour elle.
dans sa condition, puis pour bien du monde dans ces conditions-là et plein d'autres conditions. Parce que la façon que je le vois, et là, c'est la première fois que je le dis publiquement, à part une fois où c'était vraiment intentionné, c'est un peu décousu aussi parce que c'est nouveau. Mais si on prend le gouvernement puis la société des années 50, puis on prend le gouvernement puis la société d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas changé de façon de faire. C'est pareil que comme en 1950. Il y a juste plus d'effectifs qui ne suivent pas assez pour le nombre de citoyens. OK? Fait que c'est comme, on va parler de parents. C'est comme des parents à l'époque puis des parents aujourd'hui. Si à l'époque, tu avais 12 enfants puis aujourd'hui, tu en as 12, c'est-tu la même vie? C'est-tu la même réalité? Mais non. Ben non. Fait que le gouvernement nous gère comme une famille de 12 de l'époque alors qu'on est 12 aujourd'hui. Fait que c'est plus juste le gouvernement qui peut faire quelque chose. Comment est-ce que les familles de 12 réussissaient à s'en sortir? Chaque enfant était responsable. Ah bon, je peux te le dire, moi, ma mère vient d'une famille de 16, puis elle faisait partie des dernières. C'était la 13e, des 17, 13e. Bien, c'est quoi? Les plus vieilles aidaient leur propre mère à s'occuper des plus jeunes. Puis après ça, elle, à 13 ans, là, elle aidait ses plus vieilles sœurs à s'occuper de leurs propres enfants. Chaque individu était responsabilisé pendant que les parents avaient leur job à faire. Le gouvernement, il y a une job à faire et nous, on s'est déresponsabilisés en tant qu'individus parce qu'on pense qu'il va tout faire avec nos impôts. Toujours la faute du gouvernement. C'est pas ça. Il faut qu'on se re-responsabilise, qu'on se recollectivise puis qu'on fasse des choses ensemble pour la fierté ensemble, pour avancer ensemble. Il n'y en a plus de ça. La seule religion qu'on a en ce moment, c'est faire de l'argent. Puis les réseaux sociaux l'ont compris parce qu'ils t'en donnent des manières de faire de l'argent, mais qui aident en rien la société. Non. Fait que c'est ça que j'essaie de créer. Notre belle chaîne de beau, c'est un modèle à l'intérieur du système capitaliste auquel on ne peut rien changer, mais qui permet à cette ressource-là collective de contribuer à un mieux-être collectif via l'altruisme, via s'approprier de donner rien en retour, de donner sans rien attendre en retour, de se faire du bien puis que ça avance dans la bonne direction pour tout le monde. Puis pour en déformer un peu une phrase qui était hyper populaire, on pourrait dire dis pas qu'est-ce que la société pourrait faire pour moi. Dis plus qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour la société. Oui. Ou Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Il dit pas parle-en, il dit sois-le, fais-le. Il y a plein de façons. Actions speak louder than words. Einstein le dit aussi. Donner l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'influencer, c'est le seul. Et les seuls exemples qu'on a d'influence sont, pas les seuls, mais la majorité ne sont pas positifs ni collectifs. C'est ce que j'essaie d'incarner le mieux que je peux grâce à ma communauté, grâce à la collectivité. Le gars, au début, tu me disais que tu étais un gars brillant à l'école, tout ça, puis que tu aurais pu justement t'en aller dans une profession hyper, où tout est au rendez-vous, l'ego, la fierté, le salaire, etc. Puis que ça a donné que tu n'as pas eu des parents qui ont dit, tu as le 3 choix dans la vie, tu fais médecin, avocat ou peu importe. Oui, puis le système aussi est à revoir parce qu'il ne nous donne pas des ailes. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand on est jeune, on ne sait pas trop non plus vers où on s'en va, mais y a-tu un petit regret de ça? C'est sûr que tu aimes ta vie, tu es content, mais est-ce que tu t'es dit, ou qu'est-ce que tu aurais fait si, mettons, tu avais guidé, tu aurais choisi, avec tes capacités intellectuelles que tu avais, tu aurais choisi quoi, à part d'être Spider-Man? Oui, c'est ça. Faudrait que je regarde mes notes. Tu sais, quand j'étais jeune, c'est sûr, j'ai sûrement dit pompier, des choses comme ça. Tu sais, c'est un peu... c'est noble et ça aide, mais... c'était-tu les mathématiques qui t'intéressaient plus? J'étais très fort en maths. C'est pour ça aussi, quand je suis retourné aux études plus tard dans la vie, je suis allé en comptabilité. Mais c'était aussi parce que comptabilité, c'est en quelque sorte, c'est froid, mais c'est indéniable. C'est 1 + 1 fait 2, 5 - 5 fait 0. Si ça marche, ça marche, personne ne peut t'obstiner, puis ça marche. Bon, je suis un peu comme ça aussi. Mais mais non, honnêtement, je suis quelqu'un qui croit vraiment que chaque chose arrive pour une raison, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis qu'il ne faut jamais regarder en arrière puis regretter. Fait que je sais pas ce que j'aurais fait, parce que à ce jour, si je fais pas ce que je fais là, je sais pas ce que je veux faire. Il y a 25 ans, 35 ans, je savais pas non plus. Puis ce que je m'alignais pour faire, c'était vraiment pas clair non plus. Mais c'est sûr que moi, dans ma tête, je faisais cégep et université. Mais en quoi, j'ai aucune idée. Aucune idée, mais non, j'ai aucun regret parce que c'est ça. Chaque chose qui arrive, même si elle est difficile, même si elle est douloureuse, elle a une raison d'être qui va être lumineuse à un moment donné, c'est ce que je crois. Tout à l'heure, je te demandais de me dire justement une personne qui a changé. As-tu un autre
anecdote ou peut-être un petit peu plus comique ou un peu plus cocasse que tu as vécu? Parce que, écoute, tu vas chez les gens, tu te fais demander toutes sortes d'affaires. Ouais. C'est quoi la demande la plus cocasse qu'on t'a demandé? Ben, il y en a deux. Il y en a une... Tu dit, je peux pas croire pour faire ça. C'est ça. Ben, il y en a deux. Il y en a une qui a été couverte par la presse à l'époque. C'est que j'ai passé la journée dans une pièce d'une maison dédiée au Lego. Mais c'était un champ de bataille de Lego et ça a fini, c'était un magasin de Lego. Dans le sens que, tu sais, c'était le bordel partout. C'était un enjeu familial. La maman était en burn-out. À chaque fois qu'il essayait de le faire en famille, il perdait patience. Il allait pas jusqu'au bout. Puis elle, cette pièce-là, puis marcher là-dessus, puis voir le désordre, ça l'énervait au plus haut point. On le sait, la santé mentale puis le physique qui nous entoure, c'est lié, là, tu sais. Fait que là, elle m'a demandé... Ça se peut-tu? Tu viens m'aider à ranger des Legos? Puis elle était vraiment mal à l'aise, tu sais. Elle était pas, il va m'aider. Non, elle était mal à l'aise. Je dis, ben oui, ça va vous apporter une paix d'esprit, avec plaisir. Puis je suis allé, j'ai passé la journée avec elle, on a jasé, on a fait des couleurs, on a remonté des Legos qui étaient sur le point d'être faits. Là, on n'a pas perdu notre temps, mais on retrouvait des morceaux vite, et on a classé ça là, d'une façon impeccable. Tu sais, tellement que je pense, j'espère que ça a resté, on ne sait pas. Et que les enfants ont dû se dire, hey, je veux plus jamais que ça revienne comme avant, je veux que ça reste. Tu sais, fait que je joue, je range, tu sais. Fait que ça, c'était loufoque. Par contre, j'en ai un autre qui n'était pas loufoque, que j'ai rendu loufoque parce que mon but, c'est d'aider, mais aussi, c'est dans la ludicité. Là, je ne serais pas habillé en héros à 46 ans si je voulais pas avoir du fun dans la vie. C'est que la jeune mère a déménagé d'un quartier à un autre quartier dans la même ville. Donc, à quelques rues, ça allait prendre 5 minutes en auto, mais elle avait, les gros modules style toile d'araignée en demi-dôme. Tu sais, en dôme, là, qui vient de chez Costco. Oui. Il y a genre 450 boulons là-dessus pour tout remettre ça en place. C'était un casse-tête pas possible. Puis elle dit, il faut que je le déménage. Là, à pied, c'était pas possible. Puis en char, tout démonter ça arrête l'enfer. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi, attends une minute. J'ai pris un drap déménageur, un vrai. Je l'ai mis par-dessus, parce qu'à l'époque, de toute façon, j'étais pas un héros. J'ai pris un drap déménagement, je l'ai mis par-dessus mon auto. J'ai embarqué le module sur mon auto comme une casquette. J'ai tout strappé ça, puis on a fait genre 6 coins de rue avec un module sur le top de mon char. Les gens, ça sortait des cours. Maman, viens voir le gars avec son char, viens voir ça. C'était hallucinant. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché mon téléphone sur son auto à elle. Fait qu'on voit tout le trajet que je me fais en accéléré parce que c'est plus drôle. De l'auto, puis des vélos qui se retournent. Hein, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un dôme ambulant. Le dôme métallique sur le top de mon char. T'sais, imaginez-vous la sphère à Montréal, ta coupe en deux, puis elle se promène, c'est un 10 roues, là, mais c'était ça. C'était ça avec Mario à l'époque, puis ce module-là. Fait que ça, c'était loufoque. Ouais. Quelles sont tes aspirations, tes meilleurs souhaits? Bon, naturellement, tu voudrais que ça prenne plus d'expansion plus rapidement, ta mission. Mais as-tu d'autres aspirations, d'autres rêves, d'autres missions? Ben, en fait, la mission utopique, philosophique, c'est de dire que tout ce que je suis en train de faire, ça ne sert plus à rien un jour. Parce que si on revient à ce que je souhaite ou ce que ça a déjà été ou ce que j'aimerais que ça soit. Tout le monde s'entraide. Tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide, on se pose plus de questions, on se fait confiance, il n'y a plus de requins, il n'y a plus, tu sais, fait que c'est utopique, ça n'arrivera jamais, mais ça reste que c'est ça le grand souhait. Plus concrètement, je souhaite que quand moi je serai plus capable de soutenir cette mission-là, je parle, mettons, de mon vivant ou quoi que ce soit, ben que la belle chaîne de Beau et que les gens fiables, parce que là, c'est le gars fiable, mais les gens fiables, ça va venir. La belle chaîne de Beau et les gens fiables vont se poursuivre. On va arriver à nos buts, on va avoir l'application qui va mettre en relation des gens qui veulent aider avec des gens qui veulent être aidés, un peu comme Uber, Tinder, peu importe, ça s'en vient. C'est toutes des choses qu'on met en place, mais qu'on a besoin du soutien, du budget. Puis mais que ça ne sera pas généré des professionnels. Par des millions. Exactement. Qu'il n'y aura pas le signe de pièces derrière ça. Exactement. Pour des humains, par des humains, grâce à des humains. Et autrement dit, fait que ça, j'aimerais ça que ça me survive. T'sais, j'aimerais ça que mes enfants, un jour, il y a l'application, genre, j'ai besoin d'un coup de main. Mettons, mon gars, il va travailler à l'étranger, ma fille est toute seule, elle a besoin d'un coup de main. Elle trouve l'application que son père a créée, tu sais. Fait que ça, c'est un de mes souhaits. Mais surtout que, c'est ça, que la société, on se ramène à l'essentiel qui est de, selon moi, contribuer au mieux-être des autres. C'est le summum pour se faire du bien à soi-même. Puis je sais pas si tu connais l'exemple des 300 ballons, qui est un exemple scolaire. Un enseignant qui amène 300 ballons à l'école, il dit aux jeunes, écrivez votre nom sur le ballon. Brassez-le dans les corridors, puis vous avez 5 minutes pour trouver votre ballon, personne ne le trouve. Il dit, parfait, maintenant, vous ressortez dans le corridor, vous trouvez le premier ballon qui vous tombe sur la main, vous regardez c'est à qui vous allez lui porter. En 5 minutes, tout le monde avait son ballon. Comme quoi, quand on s'occupe des choses et du bonheur des autres, on trouve la note. Fait que c'est ça mes aspirations, c'est qu'on revienne à ça ou qu'on réalise ça, puis qu'il y ait plus de ça dans le monde. Quel bel exemple pour terminer notre rencontre. Dis-moi, pourquoi Spider-Man plus que l'autre? C'est tout simple, c'est un geek. C'est un humain, c'est pas un extraterrestre.
Il y a eu des pouvoirs par accident. Il y a des lunettes, ça s'appelle Peter. Pietro, en français, c'est Pierre. On m'a appelé Pierre toute ma vie. Peter aussi, parce que mes cousins anglophones, italiens, c'était Peter. Fait que ça, c'est la première raison. Puis Superman, ben, parce que son costume, il est un petit peu plus facile à... Ben, en tout cas, la cape à utiliser que quelque chose en spandex. Puis il y en a un qui t'a sauvé la vie à travers ça. Puis Spider-Man m'a sauvé la vie, ouais. Fait que c'est un gars ordinaire qui fait des choses extraordinaires, puis humblement, c'est ce que j'essaie de faire. Hey, merci de t'avoir pris le temps de partager, vraiment d'avoir partagé plein de choses avec moi. Puis tu sais, Pietro, que moi, je remets des diplômes à la fin de mes podcasts. Ah mon Dieu, non, j'essaie de pas trop écouter avant d'arriver pour pas être teinté de... La plupart sont surpris, effectivement. Alors, je remets toujours un diplôme à mes invités. Alors, certificat d'engagement décerné à Pietro Mancini. Pour l'homme ordinaire qui a choisi d'accomplir l'extraordinaire, un geste à la fois. Pour avoir transformé une remise en question en un mouvement d'espoir, pour avoir transformé sa fiabilité envers les autres en super pouvoir, pour la mise en œuvre du projet Le Gars Fiable qui a remis l'altruisme au goût du jour, parce qu'il prouve par ses actions que la bonté peut redevenir contagieuse, pour les centaines de personnes auxquelles il a redonné une paix d'esprit, un souffle, une main tendue ou un répit, pour le mouvement #BelleChaîne-de-Beau qui inspire, rassemble et réconcilie tant de gens avec la nature humaine, pour tous les travaux effectués gratuitement et qui ont fait plus qu'une différence auprès des gens, parce qu'il invite chacun à redevenir un maillon de solidarité et pour son appel à l'entraide. Pour tous ces petits gestes concrets qui nous invitent à nous reconnecter avec la bienveillance collective, parce qu'il a transformé ses épreuves personnelles avec pudeur et courage afin d'aider d'autres à se sentir moins seuls, pour le père, le citoyen et l'être humain qui choisit de contribuer et de faire une différence dans la vie des plus démunis, pour le meilleur exemple et les nombreuses valeurs humaines qu'il transmet à ses enfants, parce que c'est principalement pour eux qu'il sera toujours un super-héros, tout simplement. Merci, Pietro. L'homme le plus fiable et sympathique en ville. Merci, Claudine. Je peux plus parler pour le moment. Ben écoute, je te remets ce certificat-là, Pietro, au nom de toutes ces personnes-là. Ben, en ton nom, parce que si le gars avait fait le mauvais choix à 21 ans, il serait pas là aujourd'hui. À aider plein de... Je la connaissais pas, ton histoire, ça m'émeut beaucoup. C'est la première fois que j'en parle autant. J'ai parlé de l'abus sur le podcast d'Alexandre Barrette, qui est un ami aussi. Oublie pas ta brosse à dents, que tu connais peut-être, pour le nommer. Oui. Et de ma peine d'amour, mais je n'étais pas allé aussi loin dans l'histoire. Ouais. Ben, je te remercie de ta confiance, puis je te remets ça en ton nom parce que moi c'est le gars de 21 ans là, qui remercie, qui remercie le fait qu'il était encore là aujourd'hui pour faire du bien. Puis au nom de toutes les personnes que tu aides puis que tu inspires. Puis au nom de tes enfants, parce qu'ils ont un sacré beau modèle. Merci. Puis nos enfants, en 2025, ont besoin de parents comme toi, des modèles comme toi en tant que parent. Fait que je te remercie beaucoup. Merci. Vraiment de cette rencontre-là, puis j'espère que c'est seulement un au revoir. Absolument. À la prochaine. Merci, Claudine.